Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à notre causerie vespérale quotidienne sur Info TV. Nos échanges seront politiques ce soir à l'approche de la présidentielle 2025. Ça bouge au sein des partis politiques de l'opposition qui imaginent des possibilités d'alliance et autres pour aller affronter jusqu'à présent, on va le dire ainsi, le candidat d'en face, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les textes de ce parti n'ont pas encore changé et donc ce candidat, qu'est le président Paul Biya, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce que c'est en alliance que les partis politiques vont y aller? Sauf que concernant ces alliances, un journal paraissant au Cameroun ce matin a semblé indiquer que les alliances qui étaient annoncées ont un peu du plomb dans les ailes et qu'on penserait même que ces alliances sont mornées ou programmées pour échouer. On le verra avec nos invités. Est-ce que ces alliances peuvent prospérer? Peuvent-elles obtenir des résultats? Peuvent-elles être solides? Ou alors simplement c'était des coups de communication et donc programmés pour échouer? Nos invités sont des hommes politiques, des analystes politiques autour de la table, des journalistes également pour évoquer ces principales questions. On va accueillir Germain Ekat Djibobé, c'est comme ça que ça se dit? Djibobé. 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 Ouais. C'est comme le titre d'une chanson, hein? Ça veut dire Dieu du ciel et de la terre, en fait. Dieu du ciel et de la terre. Si vous voulez prendre le bobé. Non, le bobé, ça veut dire le Dieu du mal. Mais Djibobé, ça veut dire le Dieu du ciel et de la terre. Le Dieu du ciel et de la terre est avec nous. C'est celui que nos parents imploraient dans l'Ongambi, qui reviennent en aide quand le colon les massacre. Oh, mais c'est une chance d'avoir le Dieu du ciel et de la terre avec nous, Germain Ekat Djibobé, qui est membre du bureau politique national du PCRN. C'est un plaisir de vous avoir. Bienvenue. Merci Jean-Jacques, merci à votre panel. Je voulais apporter une précision justement parce que quand j'ai vu l'affiche, oui. Moi-même, je me suis effrayé parce que je ne suis pas membre du bureau. On vous a fait une promotion. Voilà, je ne suis pas encore membre du bureau. On n'a pas le politique. droit de faire des promotions. Je le serais devenu au congrès peut-être de Kribi que M. Atangandi a cru bon de faire. C'est tout le bien qu'on vous souhaite voilà. de devenir. Je suis membre du comité directeur national du PCRN. Du comité directeur national. Voilà. C'est deux choses différentes parce qu'au PCRN, nous avons le président, nous avons le bureau politique, nous avons le CES, nous avons le secrétariat général et nous avons le comité directeur. C'est comme si chacun avait un poste là-bas, hein? Pas tout le monde. À ce rythme-là. Pas tout le monde, parce que nous ne sommes pas aussi nombreux comme membres du comité directeur. Je crois membres du bureau politique, ils sont environ 9. Donc nous ne sommes pas très nombreux. Et au CS, ils ne sont pas très nombreux également. D'accord, bienvenue sur le plateau. Merci. Et toutes nos amitiés au PCRN, qui chaque fois qu'il est sollicité ce parti, s'arrange à nous envoyer quelqu'un sur le plateau. Ce n'est pas évident avec d'autres partis politiques, mais nous rappelons que nous restons ouverts pour que la causerie soit des plus franches et des plus ouvertes. Sollicitez-nous au cas où vous aurez observé qu'on n'est pas venu vers vous. Peut-être qu'on n'a pas toujours des contacts nécessaires. Le message s'adresse à tous les 370 partis politiques qui existent dans notre pays. Et nous accueillons également Boris Bilé. Il est un cadre de Les Libérateurs, c'est un parti politique et donc membre de l'alliance l'ATP que conduit Olivier Bilé. Boris Bilé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous les téléspectateurs et à vos invités. C'est un réel plaisir de retrouver le plateau du Grand Soir après un grand moment d'absence. J'ai connu certains de vos prédécesseurs, mais c'est un sentiment particulier parce que lorsque l'invitation vient de vous. Ah, c'était pas pareil. Je ne vais pas trahir un secret. D'accord, on garde nos secrets. On garde nos secrets. Mais bienvenue sur le plateau. Les Libérateurs, c'est un nom lourd, hein? Effectivement, c'est cette formation politique-là qui a pour motif principal de libérer le Cameroun et l'Afrique de toutes les formes de servitude néocoloniale, dans toutes ses déclinaisons, aussi bien philosophiques, politiques, économiques, sociaux et socioculturelles. Et au sein du Parti Les Libérateurs, qui a souvent été régulièrement convié sur ce plateau par d'autres cadres, j'occupe la fonction de délégué sectoriel national en charge du lobbying, de la diaspora et de la coopération internationale. Ça tombe bien parce qu'on va beaucoup parler de coopération, pas seulement internationale, mais déjà nationale avec d'autres formations politiques. Le projet que vous portez de l'ATP sera bien évidemment évoqué. Emmanuel Mbénou est avec nous, c'est un habitué également des plateaux de Info TV. Il est membre de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, présenté comme un communicant parce que vous êtes le sous-directeur secrétaire national adjoint à la communication.
C'est un plaisir de vous avoir, Emmanuel. Je vous en prie. Ça n'a pas été facile. Rouler à Yaoundé, c'est toujours assez compliqué. Oui, surtout en ces temps de fête où des embouteillages monstres dans tous les coins de la ville de Yaoundé. Quand j'ai quitté Soa, je croyais me retrouver très rapidement ici, mais... Ces embouteillages en période de fête, ça veut dire que les Camerounais ont beaucoup de moyens, non? Ben, si c'est toi qui le dis. Non, j'essaie de faire une interprétation. Un excellent journaliste. Quand on arrive en période de fête, il y a les embouteillages, tout le monde veut faire les achats. Non. Donc il y a des moyens, le pays ne souffre pas. Je pense que c'est plutôt un cache-sexe. Hein. On ne peut pas dire que on les peut aussi Camerounais... dire cache-nez, non. C'est un cache-sexe. Vous savez, le sexe, c'est quelque chose de sacré. Quand on dit cache-sexe, donc, nous savons tous que les Camerounais broient du noir. On ne peut pas dire qu'ils vivent bien. Bon, c'est vrai qu'à ces périodes-ci, même les plus misérables font des efforts pour que l'enfant ne puisse pas aller guetter chez le voisin. C'est pour ça que vous voyez cette effervescence, mais qui ne traduit pas un bien-être de la part des Camerounais. Mais ça peut traduire également la saturation au niveau de la circulation. Quand les besoins sont importants, notre voirie, nos voies de communication s'essoufflent. Oui, bien entendu. Ça, il faut de nouvelles routes. Il faut absolument de nouvelles routes. Je crois que en 40 ans de régime RDPC, on n'a pas été capable de bâtir une capitale digne de ce nom. C'est vraiment le moins que l'on puisse dire. Que en plein, la rue la plus emblématique, comme le boulevard du Vin, mais vous voyez, en saison de pluie, elle est inondée. Il y a certains Camerounais qui... riaient un peu sous cap lorsqu'ils ont vu le premier des Camerounais être bloqué par les eaux au boulevard du Vin, mais à cause de la pluie alors qu'il revenait de l'étranger. Donc c'est juste un cliché pour montrer à quoi ressemble notre capitale. Donc nos rues, vraiment, c'est un euphémisme que de dire qu'elles sont mauvaises, elles sont catastrophiques. C'est à rire et à pleurer en même temps. Il y en a qui peuvent en rire. D'autres invités vont nous retrouver. On imagine le combat pour arriver ici. Dans tous les cas, ils seront là. Monsieur, je vous invite à regarder une image. Si vous êtes allé en kiosque ce matin, vous avez certainement observé la grande une de ce journal. C'est le quotidien Émergence qui parle d'insécurité alimentaire. Plus de 3 millions de personnes menacées selon les récents résultats du cadre harmonisé d'octobre 2023. 10,6% des personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë au Cameroun, ce qui représente environ 2 940 807 personnes menacées d'insécurité alimentaire. Allons-y pour expliquer à ceux qui nous écoutent ce qu'on peut imaginer comme étant les causes d'une insécurité alimentaire selon le regard mondial, selon l'édition 2022 du rapport mondial sur les crises alimentaires. Les conflits et l'insécurité étaient les principales causes de l'insécurité alimentaire aiguë en 2021. Cette approche nous permet de faire le rapprochement justement avec le Cameroun. Et c'est quoi la sécurité alimentaire pour comprendre un peu l'insécurité? La sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment, il faut bien le préciser, à tout moment, la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Voilà la définition de la sécurité alimentaire. Et nous, on est dans un état d'insécurité alimentaire. On n'est fondamentalement pas dans un état de conflit, puisque c'est principalement l'une des causes souvent évoquées. Qu'est-ce qui peut créer cette insécurité alimentaire, Boris Billet? Est-ce que ça vous paraît déjà vraisemblable que le Cameroun, terre bénie, avec des terres aussi fertiles, puisse être en face d'une situation d'insécurité alimentaire? Effectivement, c'est tout à fait compréhensible. Les raisons sont diverses et j'aime bien la définition que vous avez soulignée. Vous avez révélé les raisons économiques, physiques et sociales. Bon, il faut comprendre que nous sommes dans une situation au Cameroun et pour de la plupart des pays d'Afrique subsaharienne où nous avons des économies de rente fondées essentiellement sur l'exportation des matières premières et une de ces ressources, c'est les hydrocarbures. Lorsqu'il y a
une augmentation des prix des hydrocarbures, comme ça a été récemment au Cameroun, ça a une incidence sur la qualité de la vie, la cherté de la vie, et donc le coût des produits de première nécessité. On n'a plus accès facilement parce que les coûts sont élevés. L'inflation est une réalité. L'inflation devient une réalité lorsqu'il y a ces situations-là. Bon, maintenant, il y a des zones aussi où l'accès aux denrées alimentaires n'est pas évident à cause de l'indigence infrastructurelle, où il est souvent pas évident parfois d'acheminer les produits vivriers d'un point de production à un autre de manière optimale et conséquente pour que les gens ont une consommation satisfaisante. En raison donc de cet enclavement, nous sommes dans une véritable situation d'indigence infrastructurelle qui fait souvent que parfois les produits de première nécessité ne sont pas acheminés convenablement et de quantité satisfaisante dans les zones où les personnes en ont suffisamment besoin. Donc techniquement, vous expliquez qu'il est possible, face à ces difficultés, qu'on puisse connaître des difficultés ou l'insécurité alimentaire. Oui, c'est pour des raisons que j'ai évoquées conformément à votre définition économique et physique liée aux transactions commerciales, mais aussi, je vais terminer par là, contrairement à ce que vous avez dit, il y a aussi des régions en insécurité, notamment les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où il y a eu des personnes déplacées, où il y a eu une crise humanitaire toujours qui sévit, et où les personnes de ces zones en crise, et même pas aussi dans le septentrion parfois, ou dans certaines zones encore, il y a des problèmes d'insécurité. Dans ces zones-là, il y a des personnes qui sont en situation de difficulté pour se nourrir. D'accord. À raison de cette situation. Peut-être quand même qu'il y a des zones qui connaissent des crises, on ne peut pas dire que le Cameroun n'en connaît pas, et que dans le nord-ouest et le sud-ouest, il est possible qu'on ne puisse plus produire depuis au moins 2016, avec la crise connue là-bas, et dans le septentrion, peut-être également les incursions de Boko Haram et consorts. On vous a compris là-dessus. Germain Ekat Dibobé, on garde la une du journal qui parle d'environ 3 millions de personnes en état d'insécurité alimentaire dans notre pays. Le titre vous surprend, vous Camerounais? Il faut dire que le titre ne peut pas, moi, j'aimais 4 hommes politiques me surprendre. Contrairement à ce que disait mon copanéliste, nous pensons, ou je pense clairement que nous sommes dans cette situation parce que depuis 42 ans, nous avons un paresseux à la tête de l'État du Cameroun. Bon, on dira pas paresseux, par respect justement. On parlera. Ce n'est pas une insulte, hein. Permettez qu'on considère que c'est péjoratif et c'est pas digne. Non, pas du tout. Parce que si je vous explique pourquoi je le dis. Non, n'expliquez pas. C'est mieux de ne pas l'appeler, le considérer comme paresseux. Parce que depuis 42 ans, voilà, on n'a pas pu mettre en place de politique publique pour prévenir ce que nous vivons. Là, c'est technique. On reste sur le technique aujourd'hui. Oui. Vous voyez. On ne peut pas aujourd'hui commencer à s'en prendre aux aspects économiques, aux aspects infrastructurels et tout. Nous avons eu le temps et la période de prévoir et l'évolution de notre population et la croissance même de notre population. C'est nous qui n'avons pas mis en place, ceux qui nous dirigent n'ont pas mis en place des politiques publiques, n'ont pas pensé le Cameroun sur 50 ans ou sur 60 ans. C'est pour ça que nous avons ce que vous présentez là. Si vous rentrez quelques années en arrière, quelques dizaines d'années en arrière, vous constaterez pourquoi parler d'autosuffisance alimentaire? Vous constaterez que la vision du président Idio, qui lui avait basé sa vision sur l'unité nationale, c'est-à-dire que d'abord nous réunir, en fait, unir nos forces tout ensemble pour nous projeter vers l'avenir, elle était claire et identifiable. Vous aviez des sociétés comme la Semerie, qui étaient des sociétés qui avaient pour objectif de produire le maximum de riz pour les Camerounais. Ça veut dire qu'il avait une vision en se disant que nous ne pouvons pas continuer à importer le riz. Nous avons une terre agricole, nous avons des terres agricoles, nous pouvons nous-mêmes constituer notre bassin alimentaire. Mais quand nous sommes sortis de cette période-là, nous sommes arrivés à la période où nous sommes passés à la Deuxième République avec le président Biya. D'ailleurs, le projet de société du président Biya, ou si on l'appelle projet de société, c'était au libéralisme communautaire. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que chacun se débrouille. C'était clair au départ, hein. C'était clair, c'était fixé que chaque communauté se débrouille à sa sortie. C'est-à-dire qu'il n'a pas la force, ni l'innovation, ni la capacité de se réinventer pour faire un peu plus que ce qui était prévu.
Donc, que chaque communauté se débrouille. Et c'est pour ça qu'on arrive là, on peut poser les problèmes infrastructurels, on peut poser les problèmes économiques. On peut même revenir jusqu'à dire que les régions du nord-ouest et du sud, des bassins de production sont en crise. Mais elles sont en crise pourquoi? Elles sont en crise toujours parce que le management de l'État n'est pas bon. Voilà pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et pour sortir de cette situation, il est simplement question de faire une rétrospection, d'aller sur des bonnes bases, de projeter le Cameroun sur 2100 ou 2200 et d'établir, de mettre des hommes en place capables d'impacter de manière claire. D'abord, qu'ils ne soient pas des personnes projetées, c'est-à-dire que pris pour amener à la base. Il faut que ce soit des gens que la base elle-même a produites pour qu'il y ait des bases. C'est pour ça que dans le cadre de notre management politique, nous avons mis des GIC qui soutiennent quand même en milieu rural certains producteurs, c'est-à-dire que dans le cadre de la production du manioc par exemple, parce que nous avons constaté que tout ce qui était produit était un peu de réel politique, voilà, quelque chose de concret, voilà, était pratiquement exporté à l'extérieur. Les commerçants venaient du Gabon et prenaient tout. Déjà Bamiko était passé d'un taux de 20 à 80% de rendement économique, simplement parce que c'était là qui était devenu le point focal de distribution en Afrique centrale. Donc on a vu et on impacte donc en milieu rural la capacité des Camerounais à produire. C'est pour ça que vous avez constaté que au sein du PCRN, on a promu ça, on a motivé des gens à mettre en place des GIC de production. C'est-à-dire qu'en dehors du statut que j'ai, je suis même délégué d'un GIC. D'accord. Voilà, j'ai Agri qui a pour rôle de produire pour alimenter Yaoundé. Parce que ce qu'on fait à Yaoundé, quand vous rentrez simplement dans Yaoundé, Jean-Jacques Zé, nous qui faisons le terrain, est-ce que vous savez qu'il y a des familles qui mangent une fois par jour à Yaoundé? Et ça à 17 heures. Et pas de manière suffisante. C'est-à-dire qu'on a fait 1 ou 1,5 kilo de riz qu'on a sauté et chacun mange un peu et on se revoit le lendemain à 17 heures. C'est une catastrophe pour notre pays. D'accord. Je vais relire cette définition de la sécurité alimentaire pour qu'on comprenne bien l'insécurité alimentaire. On dit qu'on est en situation de sécurité alimentaire lorsque tous les êtres humains ont à tout moment la possibilité physique, sociale et économique de se procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Maintenant, on parle d'insécurité alimentaire et que 3 millions de personnes sont menacées. Emmanuel Benou de l'UDC, comment ça peut s'expliquer que notre pays, qui est une bénédiction du ciel, puisse avoir des problèmes d'insécurité alimentaire? Eh bien, la raison est simple. Je souscris entièrement à ce qu'a dit mon copanéliste, sauf qu'à l'UDC, nous sommes un parti qui a pour substrat l'agriculture. N'oubliez pas que... Finalement, tous les partis vont le dire. Hein. Non, je dis... Il n'y a pas un seul parti qui dit le contraire ici. Allez-y pour ceux qui ont l'UDC. Je vais dire, par exemple, que presque tous les arrondissements du département du Noun sont producteurs soit des pommes, soit des tomates, soit des... En tout cas, des... C'est quoi, c'est un département expérimental et puis, la présidente elle-même, elle est là à la tête d'un, on dirait, un empire du café. Et on organise souvent régulièrement la fête du café ici même à Yaoundé et là-bas. Pour dire que l'agriculture, tout le monde le sait, c'est le socle même d'une nation. Parce que selon la définition que vous avez donnée, si un citoyen n'est pas bien nourri, s'il n'a pas, parce que nous, quand vous avez donné la définition, le Camerounais, ce qu'il veut, c'est remplir la panse. Ce n'est plus la qualité de la nourriture. Oui. Parce que si ce n'est que les bourratifs, la définition ne cadre plus. Nous sommes arrivés au niveau de bourrer seulement le ventre pour que, comme on disait au village, les vers ne vous rongent pas. Parce que si le repas, vous devez avoir peut-être les fruits, un plat de résistance et un dessert, c'est à peu près c'est le schéma d'un bon plat pour quelqu'un qui va avoir tous les éléments, mais c'est pas le cas. Donc il y a un déficit de politique publique en matière d'agriculture et un manque de vision. Voyez-vous, le dernier commissaire agro-pastoral date de quand? De 2011. Voyez-vous, on peut se demander
Pourquoi? Mais il y a les mini-comices entre-temps. Les mini-comices, il y avait un comice où quand même on permettait aux agriculteurs de se mettre en valeur et de voir quand même les performances dans divers niveaux. Notre pays, vous l'avez dit, a toutes les zones écologiques pour toutes sortes de produits. L'Iran nous a prouvé que même le blé que nous importons, on peut le cultiver ici. Il y avait une société qu'on appelait Sodéblé il y a quelques années. Hein? Et le Cameroun dépense chaque année près de 250 milliards pour importer du riz. Il y avait... Ça va même divisé par 2. Voilà. il y avait une usine de riz à Sangchou, vous le savez. Oui. Il y avait le riz qui était produit en DOP, en dehors de celui de Yagua avec la Sembri. Si toutes ces entités étaient vraiment valorisées, c'est qu'aujourd'hui, cette devise-là, parce que l'autre jour, n'est-ce pas, nos chefs d'État se sont réunis parce qu'ils n'ont plus de devises pour importer. Hein, ils sont dans les... Donc, l'agriculture peut être un levier très important pour le développement d'un pays. En France, chaque année, il y a un salon de l'agriculture. Ça ne manque pas. Et le président lui-même le préside. Donc, moi, j'ai dit, c'est le manque actuellement, c'est le manque de vision, c'est le manque de une vision qui aurait pu être celle du développement de l'agriculture. Tout à fait. Et vous savez, on peut reprocher tout à M. Ahidjo, mais il a eu cette intelligence de vampiriser le programme émancipateur de l'UPC et de le mettre en œuvre pour récupérer, n'est-ce pas, tous ces bienfaits. Et c'est ça qui faisait qu'il avait des plans et il savait où il allait. Et je crois que si c'est cette vision qui continue, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc, vous voyez, la dernière chose que je veux dire, c'est que si l'UDC au pouvoir, c'est agriculture pour tout et par tous. Non, agriculture sans négliger les autres aspects de l'économie ou de l'évolution de la société. Mais l'agriculture est le socle. Parce que voyez-vous, si vous ne mangez pas, on devrait ventre affamé d'un point d'oreille. Donc je voulais dire, au commerce de Bolova, on a vu le président lui-même goûter le pain qui était un pain mélangé avec la farine de patate. Et on appréciait. D'où vient-il que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu valoriser cela, on continue à importer du blé. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire à ce sujet et qui montrent tout simplement la défaillance des politiques publiques de ceux qui nous gouvernent depuis 42 ans. Sylvestre Lebel, Niek, je suis cadre de l'Union des populations du Cameroun, ancien maire de Makak. On salue d'ailleurs les habitants de Makak qui nous regardent. On est content de vous avoir ce soir pour notre causerie. Bienvenue. Jean-Jacques, je merci de m'avoir convié à ce débat. Je dois dire que je commençais à me demander, mais mon jeune frère Jean-Jacques, je ne suis pas dans son programme d'ostracisme. Bon, mais... Non. Il fallait calculer le bon moment parce que les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui correspondent à votre profil. Voilà. Vous êtes homme politique, vous êtes opérateur économique, ça tombe bien. Et lorsque vous voyez un titre comme celui-là, vous arrivez au kiosque le matin, vous suivez les infos, on dit que 3 millions de Camerounais sont menacés par l'insécurité alimentaire. Est-ce que vous ne sursautez pas? Je dois dire, il y a quelque chose, Jean-Jacques. Le fait d'être honnête aujourd'hui sur les plateaux de télé fait qu'on vous donne une étiquette. Vous serez hibou, hein? C'est ça le problème. C'est hibou. Moi, je ne tombe pas dans ce qui est facile. Oui. Parce que ce qui est facile, je prends pour se dire que Biya must go. Non. Ce n'est pas un projet politique. C'est pas un projet politique. La deuxième chose, c'est que déconnecter Biya d'Ahidjo, c'est volontairement un peu malhonnête. Je vous renvoie lire François Sengako dans ses mémoires. Ahidjo prend le pouvoir dans les années 57 à peu près. Biya arrive en 62. Biya est bien celui qui s'occupe de la mise en œuvre des politiques publiques définies par Ahidjo et lui. Il ne faut pas les déconnecter. D'accord. C'est-à-dire que le problème n'est pas... Si on apprécie la vision d'Ahidjo, elle n'est pas très différente de celle de Biya. Moi, je n'apprécie ni l'une ni l'autre. Parce qu'une politique qui tue les hommes ne sert à rien. Quelqu'un a dit qu'on a vampirisé le programme de l'UPC. Mais on a d'abord tué ceux qui ont utilisé ce programme avant de vouloir faire une pâle copie de ce programme. Donc le problème, c'est pas ça. Ahidjo, effectivement, a basé sa politique d'abord sur l'unité nationale, qui n'est pas ce que j'ai entendu ici. L'unité nationale était faite au forceps. Le principe du parti unifié, ce n'était pas volontaire. On vous obligeait à venir au parti unifié. Biya a fait dans ce programme pendant plus de 20 ans. Il faut le dire, il ne faut pas les déconnecter, ils ne sont pas différents. C'est vrai que l'administration publique actuelle nous a eu le mérite de nous faire regretter un assassin. Bon, on met tout cela entre guillemets. Parce que le danger pour un UPCiste,
Je ne sais pas comment je peux regretter le président Idjo. Effectivement. Parce qu'il a tué. C'est-à-dire, pour tuer un peuple, il faut assassiner les meilleurs de ses enfants. C'est ça le problème. Ça commence par là. Mais je vais la différence entre le politique et l'administration. Parce que si vous lisez différentes visions, les partis ne sont pas différents en termes de vision. Tout le monde veut le bien-être des populations. Ce n'est pas ça le problème. Tout le monde sait que sur le plan économique, dans un pays agro-pastoral, on commence par l'agriculture. Lorsqu'on a la transformation de façon structurelle, elle produit l'industrie, qui l'argent de l'industrie produit les services. C'est le b.a.-ba de l'économie. Le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est que nous avons un instrument de mise en œuvre de politique publique qui en réalité est devenu un véritable parti politique contre tout le monde. C'est ça le véritable problème. Il n'y a pas quelqu'un qui veut que le Camerounais soit affamé. C'est pour ça. Moi, je suis surpris que 3 millions de Camerounais soient menacés de famine. Je suis vraiment surpris. Parce que rien ne permet d'arriver à cette conclusion. C'est-à-dire, si on prend les acquis, on prend les potentialités, les opportunités, la conclusion serait pas la famine. Le problème qui doit se poser, et le président a fait bien de le poser, c'est lui-même qui dit, nous avons tout, mais ça ne marche pas. C'est ça le problème. Mais il a également la réponse, parce qu'il répond pour dire que son nation est corrompue. Voilà le problème du Cameroun. C'est la corruption. C'est pas seulement fait de donner l'argent aux gens. Détourner un programme, c'est de la corruption. Et si on ne fait pas attention, on risque de changer BIA sans changer le système. Et c'est ce que nous on dit. Le problème n'est pas de changer Aïdjo par BIA ou BIA par moi, non. Ça n'arrange rien. C'est comme vouloir refaire une maison dont la fondation a échoué en faisant la peinture. Non. Il faut refonder le Cameroun. Il faut refonder le Cameroun, c'est-à-dire mettre l'homme au centre de tout. C'est la première matière première, si je peux me le permettre. Maintenant, si vous lisez tous les programmes d'Aïdjo, aussi de BIA, ils se ressemblent. D'abord l'agriculture, transformation structurelle de l'agriculture, et après les services. Mais rien n'a été réussi. Je rappelle que ceux qui vantaient la SEMRI et autres, lorsqu'Aïdjo fait créer la SN en 1964, lisez les textes. Il n'est pas question que les sociétés d'État prospèrent. En fait, c'est un problème conjoncturel. En 1964, il n'y a aucun homme d'affaires camerounais capable sur le plan intellectuel, sur le plan des financements, de créer une véritable entreprise pour concurrencer les Grecs qui étaient là, les Pakistanais. L'État est obligé de s'y mettre. L'État s'y met avec un programme précis qu'à terme, ces entreprises devraient être cédées au privé. J'ai dit moi-même camerounais. C'est ça le principe. Malheureusement, on n'a pas cédé ces entreprises à temps. Et en temps de crise, lorsque vous êtes en ajustement structurel, vous n'avez plus votre souveraineté. Vous ne cédez plus à qui vous vouliez céder. Vous cédez à ceux que les bailleurs de fonds choisissent. C'est ça le problème. Alors, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que si vous faites le thé, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup à manger partout. Jacques, dans votre village, on produit beaucoup de manioc. Oui, il y en a. Il y en a suffisamment. Chez moi, on fait la même chose. Chez lui, c'est la même chose. Mais pourquoi il n'y en a pas partout? Parce que l'interconnexion entre les zones de production et les zones de distribution n'existe pas. C'est un problème purement infrastructurel. Ce n'est pas faute d'y avoir investi. Si vous regardez depuis une quinzaine d'années, en 89, ça fait, je ne sais pas combien d'années, lorsque le chef de l'État parle de la transformation structurelle de l'économie du Cameroun, ça est passé d'une économie de rente qui nous a été imposée parce que personne n'a choisi. Le colon n'avait aucun intérêt à nous laisser nous développer. Sinon, on s'affranchit. L'esclave qui devient maître devient son concurrent. Mais depuis un certain temps, on s'est quand même affranchi, au moins sur le plan moral. Parce que ceux qui parlent aujourd'hui, on parlait hier, ils parleront demain. Le problème du Cameroun, c'est que nous sommes comportés comme un chef de famille qui donne l'argent de la nourriture à son épouse. Elle prépare le temps d'aller se laver. Il voit la nourriture dans la marmite. Quand les enfants, quand on fait la table, ça ne suffit plus. Les Camerounais se comportent, du moins ceux qui sont comme des gens qui sont en transit chez eux. C'est-à-dire, tous les programmes, SEMRI, Sodeblé et tout ça existent. Mais regardez, là où ça se trouve aujourd'hui, où est parti l'argent? Les routes ont consommé en moins de 10 ans au moins 5 000 milliards. Encore que ce que les producteurs veulent, ce n'est pas forcément les routes bitumées. Non, je vous dis les routes en général. Au moins, les marchandises, les produits puissent être acheminés vers les routes en général. En 2015, je ne descends pas le bas, parce que je suis d'accord avec lui qu'il faut qu'on parte du bas vers le haut. En 2015, l'État consent, avec un financement de la Banque mondiale, à doter chaque commune d'un plan communal de développement. Ça veut dire que dans chaque commune, vous posez la question, qu'est-ce qu'il nous faut pour avancer? D'abord, nous sommes où? Ça s'appelle, sur le ranking par village. Je dis par village. Nous sommes ici. Pour que tu te sentes bien.
Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce qu'il te faut? On te dit, choisis 5 projets économiques, mais une priorité. C'est-à-dire, s'il y a 5 projets économiques qui permettent d'avancer, choisis ta priorité. Chaque village l'a fait. Mais entre 2015 et aujourd'hui, on n'a pas bougé. Les projets continuent à être financés par le canal des chauffeurs de ceux qui ont la décision. Pour être dans votre village, vous êtes maire. Le chauffeur directeur de l'économie a un projet dans son village que vous ne connaissez même pas. C'est ça le problème. C'est un problème. La mastodonte administrative dont dispose le Cameroun a tué le Cameroun. Maintenant, que faire? Justement, sort par là. Que faire? Il n'est pas possible de tuer en même temps toute l'administration du Cameroun. Et c'est pour ça qu'il y a 2 façons d'éduquer un enfant. D'abord 3. La première chose, on lui fait des cours théoriques. La deuxième chose, on lui fait des cours pratiques. La troisième, c'est qu'on s'offre un modèle. Le président Biya a tenté le film là, c'est-à-dire s'offrir un modèle d'agriculture. Et il se filme en veste et cravate dans la plantation d'ananas. Non, il était en jogging. Il y a plusieurs chefs de partis politiques qui se filment entre les herbes avec les ananas qu'ils ont produits. On plante l'herbe, on récolte les ananas, on est nombreux comme ça. Ouais. Malheureusement. Vous voulez parler de Cabral Libye. Moi, je dis tout, je ne cache pas. Malheureusement. Non, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Voilà, ils sont bons, jolis posters. Malheureusement, ce peuple en a marre. Et même pour rien. C'est-à-dire, on dit chez nous, dans votre village, si vous asseyez sur la même chaise pendant longtemps, le pantalon se déchire. C'est-à-dire, si vous mettez l'homme au même poste, même pas seulement président de la République, on ne vous écoute plus. Vous devenez le problème. Ne finissez pas par le bien Mosgo, finalement. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai dit que ce n'est pas seulement le président de la République. D'accord. Si vous êtes ministre pendant 30 ans, vous ne pouvez pas être productif. Et vous savez que le gouvernement ne fait que des gens qui ont 20 ans, 30 ans. Les entreprises par la publique, c'est la même chose. À la fin, vous confondez au meuble, vous n'avez plus de challenge. D'accord. Vous avez l'impression que le challenge pour vous, c'est dominer votre frère qui est en face. C'est ça le problème du Cameroun. Ce n'est pas tant la vision. Maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux en termes de vision? Bien sûr. Pourquoi? Parce que 60 ans, 70 ans après l'indépendance, il est question, normalement, de façon mécanique d'ailleurs, que la vision change. Nous n'avons plus le colon contre qui on se bat. On ne devrait plus avoir l'UPC contre laquelle on se bat. On devrait avoir la mise en œuvre opérationnelle de toutes les intelligences avec toutes nos forces pour un Cameroun meilleur que ce que nous vivons aujourd'hui. D'accord. Mais merci beaucoup pour cette introduction, cet exposé, d'ailleurs qui a presque balayé tous les contours. On revient à vous tout à l'heure. Bonsoir le panel. Concernant la sécurité alimentaire, il faut d'abord savoir qu'elle a 4 piliers, à savoir la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité. Absolument. Les produits alimentaires ne sont pas toujours disponibles à cause de l'insécurité qui règne dans certaines zones, empêchant la population de produire. L'accès aux denrées alimentaires est difficile à cause du mauvais état de la route, vous l'avez dit, et avec l'augmentation des prix des produits pétroliers, vous l'avez dit, Boris Billet tout à l'heure, cela devient encore plus compliqué. Il n'y a pas vraiment une véritable politique agricole au Cameroun pouvant permettre aux populations de produire. C'est Bernard Armel Bama qui est enseignant, qui nous propose également sa lecture dans cette affaire. Boris Billet, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Cameroun est un pays, dit-on, agricole. Le chef de l'État nous a appelé il y a pas longtemps à retourner à la terre parce que la terre ne manque pas. Je sais que tous vos oncles sont dans les agriculteurs. Je les connais très bien d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui manque finalement? Bon, je voulais d'abord indiquer que lorsque j'ai relevé les problèmes conjoncturels liés à l'infrastructure, liés au coût... Ce n'est pas pour défendre quelqu'un. Ce n'est pas pour exempter la classe gouvernante actuelle, comme mon voisin Germain Djibobé l'a peut-être insinué. En réalité, ces problèmes-là incombent effectivement à ceux qui nous gouvernent, que ce soit les diligences infrastructurelles, que ce soit les changements des prix des hydrocarbures et l'enlisement de notre pays dans l'économie de rente. C'est bien entendu ceux qui nous dirigent qui devraient être, qui n'ont pas eu suffisamment de vision et n'ont pas été efficaces et clairvoyants dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques. Maintenant, cela c'était l'aspect conjoncturel. Maintenant, pour répondre à la question que vous posez, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je vais aborder le problème structurel et avec les lunettes du Parti Les Libérateurs, qui est un parti upéciste. D'accord. Qui veut dire l'upécisme. C'est que nous avons une situation où on a plusieurs jeunes issus des IPES même d'agriculture et qui ont même le talent parfois et le génie pour produire, que ce soit le plantain, le manioc, la patate, le riz et bien entendu, mais il se pose le problème de rareté des ressources.
Parce que vous avez des jeunes, vous avez des personnes qui ont beaucoup de vitalité et qui ont de l'ambition de s'investir dans l'agro-business, mais n'ont pas de ressources. Le modèle qu'on a, c'est un modèle néocolonial où l'agriculture est administrative à travers les programmes que vous avez indiqués, où les financements sont aussi administratifs. Et si vous n'êtes dans cette situation-là, si vous n'êtes pas affilié de près ou de loin au parti État et à toutes ces excroissances, ou bien vous n'êtes pas dans l'appareil même de l'État pour avoir l'information, il n'est pas évident d'avoir ces ressources pour avoir une production et être dans l'agro-business au sens moderne du terme, parce qu'on recherche les entrepreneurs agricoles. Oui, voilà, les cultivateurs à l'entrepreneur agricole. Parce que l'entrepreneur agricole dans les pays postmodernes les plus sérieux ont un banquier de sa filière spécialisée, un conseiller dans l'ingénierie agronome, qui assiste pour les particularités techniques et les aspects techniques de culture et de production, et ont vraiment sont vraiment en start-up, en entreprise agricole. Et cela se fait en raison de ce que ils ont toute leur autonomie monétaire qui leur permet de mettre une super structure monétaire avec une banque centrale et des banques spécialisées autour par filière. Le plantain, le manioc, le riz, qui fait que lorsque le jeune a son projet, là ce n'est plus un programme agricole, administratif, vous pouvez définir la masse monétaire qui circule pour mettre en mouvement, tout à travers les banques spécialisées, toutes ces personnes qui sont bloquées en raison des ressources. Vous les mettez en mouvement de manière optimale, par filière, et en ce moment-là, le mécanisme de financement ne devient plus élitiste, seulement confiné dans les grandes villes et dans la métropole, dans les grandes métropoles, dans la capitale pour les privilégiés, mais c'est des banques agricoles vraiment de proximité et par filière, en fonction des particularités géoclimatiques des zones de production, où les banques là sont à la proximité des masses, ils sont rattachés à l'appareil de production parce que ils ont tout ce qu'il faut du point de vue financier, du point de vue technique et du point de vue technologique pour s'investir dans l'agro-business et devenir des véritables entrepreneurs agricoles. C'est le modèle que du Parti Les Libérateurs, c'est le modèle qu'on opère lorsque on s'est véritablement libéré de toutes les pesanteurs monétaires, administratifs, et parce que voyez-vous que les programmes agricoles même sont comme M. Sylvestre Niek, l'UPC l'indiquait, l'instrument même de la mafia bureaucratique. Absolument. Où ce qui est prévu dans la ligne budgétaire annuelle pour le riz, pour peut-être le maïs, est absorbé par les fonctionnaires qui ne passent pas l'information, mais lorsque il faut justifier la consommation du budget à la fin de l'exercice, ils appellent leurs amis, ça et là, ou bien montent eux-mêmes leur entreprise avec des prête-noms. Et puis on se retrouve. On a vu ce qui s'est passé avec le projet Maïs. D'ailleurs, beaucoup sont en prison aujourd'hui. Effectivement. Le projet Maïs. Et puis on se retrouve sans production vraiment optimale, capable de satisfaire toute la demande de consommateurs. Donc, de manière plus substantielle, c'est que nous voulons donc un système de transition, passer, parachever la décolonisation, se libérer de toutes ces pesanteurs monétaires, administratifs et disposer maintenant de tous les leviers pour mettre en mouvement les forces de production et avoir un appareil de production suffisamment conséquent pour absorber la demande et avoir une densité dans le monde des affaires, plus particulièrement dans l'agro-business. Alors pour ce qui est de ces projets, il y a de cela quelques mois, avec un outil de communication, nous avons publié à la grande une la liste, en tout cas des projets qui sont logés au ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Élevage. C'est des milliards qui sont entre guillemets disponibles de ce côté, mais vous avez évoqué la question de l'information. Les gens n'ont toujours pas accès à l'information, et quand ils ont
accès à l'information, la bureaucratie devient écrasante et devient lourde. Comment s'émanciper de cette situation? On a vu la vision des libérateurs. Il faut sortir de la machine administrative pour permettre aux entrepreneurs agricoles eux-mêmes oui, en quelques secondes oui. Maintenant, l'autre aspect, vous avez parlé de l'ordre dans la définition de l'insécurité alimentaire, il y a la qualité des aliments. La qualité, c'est important. Maintenant, on se trouve dans une situation dans notre pays où il y a beaucoup de contrefaçons et des activités ou des actes posés sur le marché qui rendent les produits toxiques. Vous avez l'utilisation des formules sur les plantains, sur les poissons, sur les huiles et même les produits contrefaits, les produits laitiers, les produits tels que le sucre, le lait, qui sont à l'origine de plusieurs pathologies qui n'existaient pas et qu'on voit. Et parce que le mécanisme de contrôle de la qualité des produits n'est pas suffisamment rigoureux. On a une agence qui se charge de cette question-là qu'on appelle l'ANOR. Et il y a aussi ce que monsieur le maire, monsieur Sylvestre Niek a indiqué, la corruption. La corruption où parfois les agents de contrôle de la qualité des produits sur le marché sont corrompus. D'accord. Les terres ne manquent pas, Germain, dans notre pays. La volonté semble ne pas manquer aussi, mais les résultats sont mitigés. Vous allez au marché aujourd'hui, le régime de plantain coûte très cher. Tout est cher dans nos marchés. Comment justement s'émanciper de ces difficultés-là de façon concrète? Je rappelle que c'est juste le sujet d'entrée. Comment s'émanciper de cette situation? Oui, mais moi, je vais commencer par dire qu'avant d'arriver sur les projets qui sont logés au ministère des Finances, il y a le problème de l'accès à la terre. Vous voyez, on envoie les jeunes, on dit allez faire l'agriculture, on leur donne des discours foireux, mais les jeunes n'ont pas accès à la terre. Avait évoqué cet aspect en 2011, la question foncière. On a mystifié le titre foncier. Vous ne pouvez pas l'avoir. Nous avons des parents en milieu rural qui ont des terres, qui ont des hectares de terrain, mais qui ne peuvent pas les titrer. Et vous ne pouvez pas avoir de financement auprès d'une institution de votre secteur. C'est la première garantie. Si vous n'avez pas ce titre-là. Le titre foncier. Voilà. Donc, tout est mystifié. Et quand le maire Niek dit que non, dans tous nos villages, là, on produit. Non, moi, monsieur Niek, non. Moi, je vous dis, en Djanga, on ne produit pas de manioc assez pour tout le monde. C'est quoi? C'est quoi? Je ne veux pas dire que là-bas, ils sont peut-être aussi ce que vous avez dit. Non, vous avez d'abord la terre qui est polluée par la socapane. Donc, même quand vous mettez le bâton de manioc, il ne vous donne plus le manioc. Pour ce qui suffit pour que tout le monde soit alimenté. Et vous êtes dans une zone agroalimentaire, c'est-à-dire que les gens viennent de partout pour venir trouver le travail là et trouver le quoi. Donc la population, on a une surpopulation et la production ne peut plus suffire parce que les terres sont saturées. Donc ce n'est pas que dans tous les arrondissements. Mais déjà il y a un problème global, vous l'avez dit, de terre. L'accès au foncier est problématique. Voilà. Et là où ces terres ne sont pas prises par ceux qui n'ont pas de titre foncier, la grande élite ça n'a qu'à pas. Je voulais donc arriver là. Allez-y. Je voulais toujours vous donner le cas. Le cas papable de Djanga, vous trouvez un général seul qui a 20 hectares. Et les 20 hectares sont gardés par des militaires. Vous ne savez pas si c'est pour ce pourquoi l'administration les paye. Et il n'est pas du coin. C'est-à-dire qu'il sort de nulle part. Il vous pond un document signé par le ministre, son ami. Et puis il vous dit que non, là on lui a donné ça pour un projet où il n'a jamais rien fait. Donc voilà le problème du Cameroun. On peut dire aux jeunes, allez vers les métiers de la terre. Tous sont disposés. D'ailleurs, tous veulent faire la terre parce que, comme on dit, la terre ne manque pas. Mais comment on fait pour avoir l'accès? Vous dites qu'il y a les terres, oui. Mais je vous mets à défi, Jean-Jacques Zé. Prenez un véhicule, prenez Yaoundé Bétois et arrêtez-vous quelque part, sortez votre machette. Vous avez vu la forêt, hein? Oui. Tapez 2 coups de machette, vous allez voir les propriétaires de cette terre-là sortir. Donc il y a la terre, mais elle n'est pas accessible. Elle n'est pas accessible. Ajoutez donc au problème que je vous ai dit, le titre foncier qui est mystifié. C'est pour ça que dans le projet politique du PCR, nous disons la première base pour sortir du quinquennat dans lequel nous sommes, c'est de démystifier le titre foncier. C'est-à-dire qu'il faut donner des facilités au titre de propriété, le rendre crédible au même titre que le titre foncier. Ça permettra déjà de lever un blocage qui va permettre à ceux qui sont propriétaires des terres d'accéder au crédit. Première des choses. Deuxième des choses, de permettre à ceux qui veulent faire la terre d'aller vers les propriétaires des terrains parce qu'ils auront eu la facilité de la propriété, de louer ces terres et d'aller également vers les institutions du secteur pour avoir. Maintenant, quant à ce qui concerne les fonds au ministère et les projets, le manque d'information, c'est une politique de management qui est voulue.
Quand vous allez là, vous voyez l'opiacie. L'opiacie, c'est quoi? On a pris de l'argent, on a mis dans l'opiacie, on a dit c'est pour des jeunes et leurs projets. Mais les mêmes responsables du PIACI ont créé des projets au nom de leurs petits frères et leurs petits sœurs. Ils se sont partagés l'argent du PIACI. Ceux même des jeunes qui voulaient vraiment exercer dans le domaine se sont retrouvés sans un sou. Et ceux qui avaient plus les sous se sont retrouvés au Canada. Donc voilà la vérité. Et M. Nyek peut vouloir justifier et dire que non, qu'on ne prenne pas le président Biya comme non, mais c'est lui le top management, c'est lui qui est la mère ouvrière de ce qui se passe. Et c'est lui qui est venu dire aux Camerounais, je vous promets la suffisance alimentaire, l'autosuffisance alimentaire. Ce ne sont pas les fonctionnaires. Les fonctionnaires, eux, ils viennent, déjà quand vous et moi aujourd'hui, nous sommes des opérateurs économiques. Il est difficile pour vous de marcher, demander ça. La résidence là, c'est pour qui? Quand vous dites que c'est pour l'homme d'affaires tel, on va vous dire que c'est pour le directeur de budget, pour c'est pour l'inspecteur des impôts. Oui. Ça veut dire que la nation, on pollue l'État. Et on ne peut pas polluer l'État devant celui qui est le maître du management, qui a utilisé 800 personnes pendant 42 ans, et les mêmes personnes, c'est-à-dire que les mêmes familles. Ça veut dire qu'il y a un problème de management, monsieur le maire Nyek. Donc il faut qu'on sorte de ce truc. Je n'ai pas dit le contraire. Parce que oui, non, je ne veux pas dire qu'on s'est compris, mais je dis que vouloir mettre dit que non, ce n'est pas celui qui est à la tête de l'État qui est là. Ce n'est pas. Ils disent que c'est la même vision. C'est la même. Il ne faut pas séparer la vision il est clair que dans ce projet-là, il faut, pour sortir des insuffisances, nous sommes. On parle des routes, on parle de. Mais je vous dis également qu'en zone rurale, parce que nous on fait les zones rurales à sensibiliser les gens. Les gens sont pauvres et manquent d'intrants pour cultiver au volet où il faut nourrir la masse. C'est-à-dire jusqu'ici, nous sommes restés dans l'agriculture archaïque où on produit pour ses familles. On est bien loin de l'agriculture de seconde génération. Non, voilà. Et on produit pour sa famille et puis on peut vendre un sac de manioc en plus pour acheter le savon mais on n'arrive pas à produire parce qu'on n'a pas assez de moyens pour le faire. Alors lorsqu'on voit les responsables en charge de la production agricole descendre sur le terrain, on dit lancement de la saison agricole, le ministre vient avec un ensemble de dons pour soutenir l'agriculture et on est quand même curieux de toujours retrouver la même machette qui a 60 ans, la même daba, la même roue. Quand on est allé loin, le pouce-pouce ou la brouette, on est quand même en train de tourner en rond maintenant. Oui. C'est vraiment la caricature et là je regrette, mais je ne serai pas d'accord avec M. C'est votre droit, c'est votre droit. Vraiment, il a été péremptoire comme pour dire qu'entre Ahidjo et Biya, vraiment, il y a différence. Ça, pour nous qui sommes nés dans les années 60, on a vu quand même la différence. Voyez-vous, parce que la rigueur qui était à l'époque dans les années 70-80, ce n'est plus ça aujourd'hui. Pourtant, M. Biya est arrivé avec pour leitmotiv oui, pourtant, ça veut dire qu'il avait observé qu'il y avait quand même des fissures. Pourtant, mais vous voyez que c'est un mot qui a disparu des discours officiels. On n'en parle plus. Parce que même sentent que c'est comme la photo du président, on ne montre plus la photo des années 82, c'est plutôt, du moins celle d'aujourd'hui. Je pensais qu'il y avait une nouvelle photo. Voilà, c'est plutôt celle des années 82. Donc, pour dire que moi, je dis il y a une différence. D'accord, on est d'accord là-dessus. Il y avait vraiment une volonté. Oui. Voyez-vous, par exemple, en 1990, on a créé une banque ici qu'on a appelée le Crédit Agricole. Vous savez qui a pillé sur le Crédit Agricole? C'est les pontes du régime. Ils ont pillé, oui. Voilà, on a pris des crédits, les gens n'ont pas remboursé. La banque s'est effondrée. Donc, on a beaucoup de beaux discours. Le président, lors de 2011, lors du comice, là, il a parlé de l'agriculture de seconde génération. Voilà. Où en sommes-nous? Vous parlez maintenant des Daba, des Laou, comme dans les années 50 et 60. Vous ne voyez pas, c'est moi qui parle de ça. Vous n'avez pas vu ça? Non, mais vous devez savoir. Vous le voyez, nous tous nous voyons. C'est clair. Quand vraiment, moi-même, j'en parle souvent à mes enfants, quand je vois le ministre qui va avec les brouettes, avec la machette au jour d'aujourd'hui, où les tracteurs, c'est ça? Mais bien sûr. Mais plus que les pays de même niveau de développement que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Vous savez, le Sénégal, en 2008, Abdoulaye Wade a lancé un programme pour dire qu'ils ne veulent plus importer du riz. Au jour d'aujourd'hui, ils ont réduit les importations de moitié. Ça veut dire qu'on peut quand même faire des choses. Et le Sénégal, en termes de recettes, sauf si, comme ils ont découvert le pétrole, on ne peut pas dire qu'ils sont plus riches que le Cameroun. Donc, il y a un déficit de volonté de la part de nos dirigeants ou un laxisme. Vous savez, en 2006,
il y a un ingénieur, si on s'appelait Bernard Djonga, qui a révélé que le programme de banane plantain, il y a des fonctionnaires, vous l'avez dit pour le programme maïs, c'est la même chose. Le programme banane plantain, certains fonctionnaires ont créé des situations où ils prenaient de l'argent donné à leurs amis. Et il a sorti la liste de ces personnes. Absolument. Et vous voyez, quand vous êtes dans un... Donc l'argent ne manque pas, les projets ne manquent pas, mais c'est la mise en œuvre de ces projets. Tout à fait. On a des très beaux discours, on dit oui, les jeunes doivent faire ceci, ils doivent faire cela. Non. Lui, il a parlé du titre foncier. Nous savons que le titre foncier, c'est un document inattaquable. Mais est-ce qu'au Cameroun, c'est le cas? Le titre foncier aujourd'hui... Il est au tribunal tous les jours. Mais c'est devenu... même rendu comme... de ce sujet de mise en bouche, même si nos bouches ont besoin d'une bonne alimentation, comprenez pourquoi c'est un sujet de mise en bouche. On espère justement que les choses vont changer et que notre pays va être... je croyais que j'aurais quelques secondes pour me faire bien comprendre, si tu permets, Jean-Jacques. Allez-y, c'est une je voulais rassurer mes amis ici que je n'ai pas dit que Biya n'est pas responsable. Mais je dis que Ahidjo est aussi responsable que Paul Biya. Parce qu'en fait, sur le plan de management, le premier plan a été mis en œuvre en 60. Géré par Paul Biya, il était en 62, chargé de mission de la présidence de la République. Ne les détachez pas. Ça, le problème de ceux qui les détachent, c'est parce qu'ils ont été au gouvernement avant, ils ont été à l'UNC avant, lorsqu'ils étaient boutés dehors, ils ont créé des partis politiques. L'UPC, c'est complètement... Nous, on n'a pas été ailleurs avant. C'est pour ça qu'on ne les sépare pas. Les gens ont un problème avec Paul Biya. Nous, ce n'est pas le problème. On n'a pas avec le système en place. C'est ça la différence. Maintenant, je voudrais vous dire sur le plan fondamental, le foncier, il n'y a pas une loi foncière au Cameroun. Ça paraît bizarre, non? Mais comment on gère donc le foncier? Non, voilà le problème. Je rappelle que l'ordonnance 74... On enseigne le droit foncier à l'école et il n'y a pas une loi foncière. Jean-Jacques, attendez, il n'y a même pas une constitution. Je veux juste comprendre. Je vais vous expliquer. L'ordonnance 74 n'a jamais été ratifiée par l'Assemblée nationale. Vous le savez, moi. C'est une erreur de 74. Longtemps avant la Constitution de 96, évidemment que toutes les lois doivent avoir comme sur la Constitution. Absolument. Une ordonnance 74 qui n'est pas passée par exemple pour être ratifiée ne peut pas être considérée comme une loi. Première chose. Donc en fait, on est dans une histoire coloniale encore. Non, coloniale. Parce que 74 est la continuité du vrai foncier colonial. C'est ça le problème. Je vous dis, première chose, il faut se déconnecter de ce qui est colonial. Première chose, si on ne le fait pas, nous perdons le temps. Et après ça, je vais sauter. Lorsqu'on aura arrivé pour la terre, ce n'est pas le titre foncier. Le titre foncier peut mettre beaucoup de personnes dehors. Mais c'est une partie du problème. Non, le titre foncier est une partie du problème. problème. Dans le cadre de financement. Non, c'est dans le financement. Le tort des banques camerounaises, c'est que les banques camerounaises financent les garanties et pas le projet. Et il a dit, c'est un tort. Ce n'est pas le titre foncier qu'on finance. On doit avoir des banques spécialisées en agriculture, en industrie. Maintenant, avoir l'intelligence d'études. On lit le projet, la garantie vient après. Elle vient après, tout à fait. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? C'est que les banquiers sont... La garantie d'abord. La garantie seulement d'ailleurs. C'est-à-dire, en fait, à la fin, il y a une banque camerounaise qui a tellement de terres aujourd'hui qu'elle n'a pas acheté. C'est pas ça la banque. C'est pas ça la banque. L'objectif de la banque n'est pas de prendre les terres. C'est de financer l'économie à travers des études précises, bancaires, qui peuvent financer les projets. La garantie vient juste amoindrir le risque. Malheureusement, nous avons des banques qui financent des garanties et pas les projets. Et dans ces conditions, multiplier ça par 100. La masse est exclue. Ce sera le même problème. Et du coup, on tombe dans la corruption que comme on ne finance pas les projets, qui a les garanties au Cameroun? Jean-Jacques, vous en avez, vous? Si vous voulez lever les fonds de 200 millions, et quand on vous demande un titre foncier d'une valeur de 100 millions, vous n'aurez pas ça. Absolument. On n'est pas très différent ici. Effectivement. La conséquence, c'est les mêmes gens. Si on ne change pas, il faut que le titre foncier devienne attaquable. S'il n'est pas attaquable, le Cameroun est vendu. Il faut qu'on attaque le titre foncier. De manière que tout le monde, dans le foncier, ait quelque chose. Il y a des gens qui habitent des terres dans leur village qui ne leur appartiennent pas. Il faut un arrêt total. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, les routes, c'est le foncier. L'agriculture, c'est le foncier. Si on n'avait pas de problème foncier au Cameroun, d'accord.
sera très là, la question foncière, le chef d'État l'avait évoqué. Je voulais rassurer M. Yaya de Yaoundé qui nous écrit et qui a été un peu choqué par le terme utilisé par le maire tout à l'heure parlant d'assassinat. Je rappelle que nous sommes dans le cadre de l'assassinat politique et que on a appelé... C'est l'histoire, vous n'ayez pas peur des mots. Oumba a été assassiné. Je crois que tout le monde le sait. D'ailleurs là-dessus, on va prendre une respiration. Moumi a été assassiné, c'est pas moi qui dis. La suite de notre causerie du soir sur le grand soir Info TV. Nous parlons à présent de politique à l'approche de la présidentielle 2025 qui n'est plus lointaine du tout. Elle est certaine, cette élection-là. Les partis politiques s'organisent. Comment s'organisent-ils? On a entendu parler des alliances, ATP par-ci et d'autres formes d'alliances par-là. Et puis vous avez ce journal, on va afficher la grande une de ce journal, dont le pied de une s'est intéressé justement à ces alliances politiques. Est-ce qu'on va avoir le journal Le Témoin qui a témoigné justement de ce que les partis politiques en termes d'alliances, ces alliances-là sont en train d'exploser très vite, très tôt. Le titre de notre échange, alliance politique programmée pour échouer. Est-ce que c'est le regard que Germain a de ces alliances politiques qui sont nées ATP? Vous avez un représentant ici sur le plateau. Au regard de ce qui se passe sur le terrain, on a l'impression que les alliances, ça ne va pas très fort. Non, mais vous savez, ceux qui font la lecture externe des alliances viendront vous dire que ça ne va pas très fort. Mais même dans une famille, dans un groupe, il y a toujours des petits malentendus. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des malentendus sur le plan opérationnel ou sur les process, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas. Le rôle des groupements, dont celui de l'ATP, c'est de mettre ensemble toutes les forces politiques, syndicales, extérieures, dont les Camerounais, la diaspora, pour qu'ensemble, nous puissions, non pas comme M. le maire disait, le programme de l'ATP n'est pas de faire partie, M. Biya. C'est une vision dans la continuité. C'est-à-dire que le problème n'est pas d'enlever M. Biya et de mettre ou de fabriquer un messie. L'ATP n'est pas là pour présenter un messie, on va vous dire que voilà le messie, c'est lui qui peut changer le Cameroun. Non. L'ATP a une vision, je veux dire, à long terme, dans le cadre même de la collaboration de travail. C'est pour ça qu'à l'intérieur, vous pouvez avoir des gens qui sont venus, vous savez, chacun a son bon côté, son mauvais côté. Les gens peuvent venir avec des mentalités opportunistes en se disant qu'ok, j'entre dans ce groupement, mais je veux rapidement me positionner comme celui qui sera. Or, dans l'essence même, en fait, dans ceux qui ont la pensée même du mouvement, ce n'est pas à tout prix de trouver quelqu'un qui va venir jouer le messie. Donc c'est pour ça que vous pouvez écouter les éclats de voix, mais toujours est-il que, à la fin, les gens vont finir par s'entendre. Parce que lorsque vous voyez, c'est ceux de l'extérieur qui, déjà hier, prônaient qu'il faut que les partis se réunissent, qui aujourd'hui disent que non, vous voyez, on vous avait dit qu'ils ne peuvent pas se réunir. En fait, je vais d'abord m'arrêter, c'est une vision de ceux qui sont de l'extérieur, mais de l'intérieur, il n'y a pas le feu. C'est des discordants. À l'ATP, l'incou vont de son parti quand même. Non, ça veut dire qu'on n'est pas... Il allait investir un autre candidat. Vous n'êtes pas en train de suivre ce que je suis en train de dire. D'abord, à l'ATP, vous avez une union de partis politiques. Déjà, il faut que chaque parti politique qui pense que il peut avoir un candidat qui va venir être candidat à la candidature du candidat de l'ATP, investir son candidat. Si le parti de M. Kouvonda estime que c'est Maître Akeremouna qu'il propose dans cette coalition-là comme l'homme capable de venir apporter, d'être candidat à la candidature, c'est normal qu'il investisse son candidat. Le PCRN, par contre, n'a pas encore tenu son congrès ordinaire. C'est pour ça que vous avez constaté que le président Cabral ne se prononce pas. Parce qu'à l'intérieur du PCRN, il y a un process pour déterminer qui est candidat du parti. Ça veut dire que nous devons tenir le congrès ordinaire, investir, si c'est le président Cabral Libye ou un autre, c'est lui qui va venir être candidat à la candidature dans l'ATP. Donc c'est un process. Maintenant, vous avez des opportunistes qui, eux, ne veulent pas de ce process-là, ou bien qui avaient une autre vision, qui viennent. Ça peut créer des malentendus. Je vous dis, même dans une famille où vous êtes né du même mère, du même père, lorsque vous voulez bâtir la maison de la famille, vous trouvez que parmi vous, il y a des gens qui ne pensent pas que le process que vous voulez donner est le même. Mais à la fin, la maison est toujours bâtie. On arrive à trouver des accords pour que la maison soit bâtie. Donc pour l'instant,
tout ce que vous suivez ces échos-là, c'est même la preuve que le travail est en train d'être fait dans l'ATP. D'accord. C'est une preuve. Parce que l'ATP est en train de travailler dans la mise en place d'un manifeste consensuel pour tout le monde. Donc c'est normal qu'il y ait des éclats de voix, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, qu'il n'y aura pas. Les gens sont en train de travailler et après, le rendu de ce travail-là sera fait. Emmanuel Benou, la logique d'alliance semble ne pas beaucoup flatter l'UDC. Écoutez, vous savez, l'UDC a été échaudé dans le passé à travers des alliances. Donc on a quand même... Vous êtes un chat échaudé. Oui, on a quand même des appréhensions quand non pas que les alliances ne soient pas une bonne chose. Nous savons que la mutualisation des forces est nécessaire pour bouter le mastodonte RDPC hors du pouvoir. Maintenant, la méthode peut ne pas être appréciée. Par exemple, au niveau de mon parti, l'UDC, nous sommes encore en train d'observer l'évolution des choses. Il n'est pas exclu que nous puissions faire partie, n'est-ce pas, de telle ou telle alliance. Mais je pense que ce qui est important, c'est que les gens soient d'accord et que les gens mettent de côté leurs égos. Parce que ce que moi je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunistes qui essayent quand même de saper la dynamique que si je peux dire, les pères fondateurs ont eu pour cela. Bon, c'est vrai que j'ai suivi Cabral dans une chaîne internationale dire qu'il est candidat. Bon, si vous dites qu'il n'a pas encore l'onction du parti. Ça me surprend, ça. Mais il a dit... Ça, vous pouvez dire que vous êtes candidat. Si le parti ne vous a pas investi, vous ne pouvez pas être... Je vous donne un exemple. Mais les présenter régulièrement comme candidat déclaré. Je vous donne un exemple. Déclaré, oui. Lors du congrès ordinaire de Kribi qui devait se tenir, est-ce que savez-vous qu'à la tête du parti, on avait 3 candidats? On avait 3 camarades qui s'étaient proposés candidats, y compris Cabal Libé. On avait 2 autres camarades. Donc vous voyez, et il y a des mécanismes de tests. Pour être candidat à la présidence de la République dans le PCRN, il y a une formulation, il y a des tests et on doit les respecter. Alors, donc pour venir être candidat... Le PCRN fait partie des 15 partis qui se sont déjà prononcés pour l'ATP? Le PCRN a toujours été membre de l'ATP. Et d'ailleurs, même avant d'être membre de l'ATP, nous avons toujours prôné la coalition des forces, que ce soit dans le cadre de la sensibilisation. C'est pour ça que vous allez trouver qu'à l'Assemblée nationale, avec l'UDC et d'autres partis politiques, nous travaillons à l'amélioration du code électoral. L'ATP, mais pas l'APC. Non, mais je vous dis, les partis sont libres de se regrouper, de produire, de faire un travail de fond à l'intérieur de leur regroupement. L'élection présidentielle, c'est dans 10 mois. Dans 4 ou 5 mois, les gens vont se retrouver et vont trouver des points d'accord. On parlera tout à l'heure du timing par rapport à cette élection-là. Emmanuel avait la parole. Oui, je disais donc, cette sortie, quoi que vous disiez, de Cabral a quand même refroidi certaines velléités dans certains groupes qui ont estimé qu'il ne devait pas, avant que la coalition ne désigne. Bon, mais je comprends votre démarche. J'ai dit au niveau de l'UDC, non, il n'a pas dit, il faut corriger, il n'a pas dit qu'il est candidat de l'ATP. Non, il n'a pas dit. Voilà, il est candidat à l'élection présidentielle. Voilà. Dans l'ATP, il sera candidat à la candidature quand on l'aura investi par le PCRN. Donc, nous sommes attentifs à toutes ces démarches. Je vous ai dit que dans le passé, on a quand même eu des expériences douloureuses. Dans ce cas, vous savez ce qui s'est passé en 2011. Donc, on observe et il n'est pas exclu que nous puissions, le moment venu. Mais il y a une question de timing. Il y a des blocs qui se dessinent. Il n'y a pas que l'APC ou l'ATP. Il y a les forces unies. On a entendu également parler d'un regroupement de cette nature-là qui se mettent en place. Mais lorsqu'on observe l'UDC, on a l'impression que ces choses-là, ce n'est pas trop votre affaire. Non. Pour être sérieux, franchement, je crois qu'il y a 2 grands groupes qui se manifestent, qui semblaient de mon point de vue être sérieux. Bon, les autres, je ne dirais pas que c'est des francs-tireurs, mais le groupe de l'ATP et de l'APC, je crois que ça a quand même l'essentiel de ce qu'on compte comme parti politique qui vaut au Cameroun. Donc, non pas que l'UDC, Yves l'a dit, nous sommes sur une plateforme sur l'amélioration du système électoral. Nous sommes ensemble. À partir du moment où on est ensemble, ça veut dire qu'il y a des passerelles sur lesquelles Est-ce que ça peut être important? Est-ce que ça peut être important d'avoir
des alliances pour aller à la présidentielle qui arrive. Mais bien sûr. Vous savez, l'expérience du passé en 1992 avec l'Union pour le changement, on a vu ce que ça a fait ici au niveau porté par John Frundi à l'époque. Et la plupart des observateurs de l'époque disent qu'il aurait gagné l'élection. Donc, si on est ensemble, je pense qu'on a plus de chances, y compris de contrôler les votes, y compris de suivre le processus, que si on est seul, n'est-ce pas, dans son coin. Et je crois que l'UDC, dans le passé, a fait des alliances. Hein. N'oubliez pas que c'est grâce à l'UDC que Jean-Jacques Ekinde a été député il y a un moment ici. Donc on n'est pas il y a les étages. Il y a les étages. On peut faire les alliances pour les législatives, mais quand on arrive à la présidentielle, on a eu les épisodes de 2004 où ça n'a pas beaucoup marché. Monsieur le maire, les alliances, on n'entend pas beaucoup parler l'UPC sur cette voie-là. Jean-Jacques, je voudrais vous dire quelque chose. Je vous ai dit qu'on dira la vérité. On aime la vérité. Et moi, je vous parle d'expérience. Ce n'est pas Frundi qui portait l'Union pour le changement en 92. Premier, je ne vais pas dire mensonge, c'est pas vrai. C'est l'UPC qui portait l'Union pour le changement en 92. Ça, c'est vrai. Il faut le dire clairement. Vous aimez vous gargariser, M. Ignet. C'est les faits ou ça, les faits? C'est vrai. On veut que ça soit les faits. Merci. Témoignage en face. Que c'est l'UPC qui portait l'Union pour le changement. Je vous le dis. Ça, c'est vrai. Son candidat, c'était qui? C'était pas l'UPC. Ouais, il n'a pas la logique de l'UPC, il n'a pas compris. Mais c'est la logique de l'Alliance pour le changement. C'est l'UPC qui a initié l'Union pour le changement. D'accord. Et qui est donc allé porter John Frundi pour qu'il soit le candidat. Ça, c'est vous qui le... Et au-delà de ça, je vais aller plus loin. C'est les UPC qui ont créé le SDF. Il y a un témoin vivant qu'on appelle Akerimuna. L'homme qui ramène le manifeste, la question du SDF, est vivant. Il le remet et ça aboutit à Akerimuna avant d'arriver chez Frundi. Ces gens qui sont vivants, il faut que les gens connaissent l'histoire du Cameroun. Et n'est pas que dans les années 40, même de 90. Ça part de là. Mais le choix de 92 vient comment? Ça, j'ai parlé parce qu'en fait, j'ai vu tout ce qui va gâter l'opposition. Le problème du Cameroun, c'est que, je vous fais une caricature. Hein. Il y a votre grand-père qui se bat contre un arbre depuis les années 48. Vous venez en 90, vous êtes contre le même arbre, vous voulez la battre aussi. Vous commencez par la battre. On commence par battre qui? L'UPC. Oui. Qui est ce grand-père qui a commencé le combat depuis? Le combat depuis. On ne vient pas le renforcer? Non. Mais on vient plutôt... On estime qu'il faut d'abord la battre, le remplacer pour faire sa politique. Aïdjo a fait la même chose. Pour bien faire la même chose. Tous ont échoué. C'est pas celui qui ça va pas marcher. Première chose. C'est ça le problème. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas faire une alliance sans fondement idéologique. Regardez tous les partis qui sont dans les différentes alliances, sans réfléchir. C'est le grand écart. Ça va de l'extrême droite à l'extrême gauche. C'est le grand écart. C'est difficile, pas impossible. C'est le fourre-tout. C'est le fourre-tout. Non, c'est pas impossible. C'est le malaxé. C'est très difficile parce qu'au départ... La politique, c'est l'art du possible. Il faut absolument rendre l'impossible possible. Absolument. Je vous ai dit que ce n'est pas impossible, c'est difficile. Il faut avoir un socle au moins programmatique. C'est pour ça qu'à l'UPC, effectivement, on travaille dans ce sens-là. À mettre un programme minimum patriotique sur pied, qui soit comme un livre blanc. Ceux qui adhèrent, on s'entend là-dessus. Mais le problème, c'est que la vérité, c'est que les alliances-là, elles ne sont même pas programmées. Ça veut dire, ils ne sont même pas programmés. Il suffit de questionner. En dehors de l'Olivier Billet, en dehors de lui, qui n'a pas encore dit qu'il est candidat, tout le monde est candidat avant. Et vous, c'est vous le communicateur, c'est ça que je dis. Comment allez-vous déconstruire le moment venu? Ces candidatures déclarées avant, lorsque l'ATP aura donné son candidat. Vous faites comment? Pour prendre le cas de l'APC, qui a directement choisi Maurice Kamto. C'est honnête. Que vous mettez derrière. Pour moi, ça m'énerve, mais c'est honnête. Les gens adhèrent en sachant que c'est Maurice Kamto. Mais en réalité, les autres font pratiquement la même chose. Chacun est candidat d'abord. Ils communiquent sur la candidature. Pendant plus d'1 an. Et estiment que dans 5 mois, il sera simple candidat à la candidature. Ça ne marchera pas. La deuxième chose, c'est qu'on sait à l'ATP combien de partis ont la capacité légale d'investir. Et si vous regardez, c'est ces mêmes partis qui déclarent leur candidature bien avant. Olivier Billet en souffre. Parce qu'en fait, il n'a pas d'élu. Et il sait qu'avoir les signatures également, c'est compliqué. Très compliqué.
Donc à la fin, sur le plan opérationnel, je pense qu'il y a un construit du régime en place. Donc nous sommes devenus tous les relais. Tant que l'opposition ne sera pas unie, elle ne gagnera pas, c'est faux. Et ça, je suis d'accord. C'est faux. C'est un construit qu'il faut déconstruire. Effectivement. Et tout le monde est tombé dedans. C'est-à-dire, on attend que l'opposition se réunisse avant de nous élire. C'est-à-dire, on va jamais se réunir. C'est pourquoi? L'opposition, c'est qui? C'est théoriquement tous les partis autres que le RDPC. Donc il y a toujours des partis qui ne vont pas être avec les autres. Et du coup, l'opinion retient que tant que vous tous, vous n'êtes pas ensemble, c'est pas bon. C'est ça qu'il faut déconstruire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quelqu'un peut gagner. Parce qu'en fait, l'exemple présidentiel, c'est quoi? C'est la rencontre entre un homme qui porte un projet, duquel il tire des programmes avec son peuple. Quelqu'un peut effectivement battre pour bien aux élections sans être dans les coalitions. Il suffit d'être juste. Vous comprenez? Et de travailler pour. Il faut que les Camerounais. Parce que travailler pour, c'est quoi? C'est convaincre le peuple que si vous attendez que nous tous soyons ensemble, ce n'est pas possible. Regardez-nous faire. Le moment venu, inscrivez-vous. Allez voter. Si on le fait. Je vous fais un peu d'arithmétique. Hein. En 92, Paul Biya a gagné avec 3 600 000 voix. Non. Les gens, le taux de président, il y avait 3 600 électeurs. Électeurs, de façon globale. De façon globale. Oui. Ça n'a pas trop varié jusqu'aujourd'hui. Paul Biya gagne avec la majorité de la minorité. C'est-à-dire que dans les 3 600 votants, il y a au moins 500 000 bulletins nuls. Paul Biya, dans sa structuration, si vous comptez les membres des structures de base du RDPC, ils vont, c'est-à-dire membres responsables seulement, hein, ils vont dans les 1200 personnes. Paul Biya gagne avec combien de voix? Dans les 2 millions. Ça veut dire quoi sur le plan de l'arithmétique politique? Si les gens s'inscrivent en masse, parce qu'en réalité, ceux qui s'inscrivent de façon automatique votent le RDPC. Parce qu'on leur a mis dans la tête que personne ne peut battre bien aux élections. Et c'est nous les opposants qui le leur disons. Tant que la loi est mauvaise, la loi est là, on ne peut pas gagner. C'est un mauvais discours. C'est un mauvais discours. Il faut déconstruire ça. Parce que pourquoi? Quand j'entends qu'il y a les passerelles parce qu'on travaille sur un code électoral, vous perdez votre temps. Vous n'avez aucun instrument pour vous faire adopter un nouveau code électoral, vous le savez. Il n'y a que le RDPC qui peut, de bonne foi, je dis bien, le faire au nom de la paix. Parce qu'il sait bien. Il ne peut pas être mangeant la paix et présenter un système électoral qui est injuste. C'est pour ça que je dis, il faut que les gens déconstruisent. Si la loi ne change pas, on ne gagnera pas. Si on n'est pas une, on ne gagnera pas. Ce n'est pas vrai. On peut faire. C'est pour ça que je suis d'accord avec ceux qui déclarent leur candidature, contrairement à ce qu'on peut penser. Il faut travailler vos candidatures. L'UPC est en train de travailler la sienne. Les attendre, oui. Là où je voulais poser la question. L'UPC dans cette affaire. Absolument, en train de travailler la sienne. On a envie de dire laquelle des UPC. Puisqu'il y a une UPC qui soutient tel groupe. Il y a une autre qui était dans le G20. Oui, on a vu des UPC qui sont là. On a envie de dire laquelle. Il vous a pas loupé, il vous a pas loupé parce qu'il y a une UPC qui est dans le G20. Je réponds à ça. Je n'imagine pas qu'en venant à votre débat, cette question sera posée. Et voilà le fond du problème du Cameroun. Tant qu'on va poser la question là, on ne va jamais gagner les élections. Vous savez pourquoi? Le grand-père que vous voulez attaquer, voilà ce qui se passe là. Vous ne pouvez pas. Tout le monde sait bien que tu ne suis pas dire que je suis patron de l'UPC pour être le patron. Je vous pose une question. Si dans ma folie, je décide un matin que j'ai investi les candidats non du RDPC, vous savez ce qu'il faut? Un simple papier avec un imprimé qui me met RDPC et j'ai mon but pour signer. Est-ce que ça va passer? Ça ne passera pas. Le seul parti pour lequel ça passe, c'est l'UPC. C'est-à-dire, dès qu'il y a 2 ou 3 personnes sans qualité, reconnues, hein? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qui gère l'UPC. Tout le monde sait parce que tout est réuni pour que ce soit sûr. Si je savais que le problème serait posé juste, je venais dans le document. D'accord. Mais c'est pas ça le débat. Ce qu'on retient, c'est que l'UPC est en train de préparer. Travaille à sa candidature. C'est qui pose la question. Qui ne va pas avec les alliances. Je suppose. Qui ne part pas avec les alliances. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit l'UPC travaille sa candidature. L'alliance peut être un accident. Vous savez pourquoi? Je n'y crois pas. Parce que les gens construisent une candidature d'abord. Au mois de mai, par exemple, l'ATP sort son candidat. Il faudra donc, vous communicateurs, déconstruire les autres candidatures qu'on a annoncées. Parce qu'en fait, le peuple ne retient pas ça. Vous avez dit au peuple, je suis candidat. Vous avez fait le tour du monde, je suis candidat. Vous avez écrit des livres, je suis candidat.
Après, non, je soutiens que ça ne marche pas. D'accord. Le maire semble indiquer, Boris, qu'il y a quand même des sujets qui risquent à mener, vous qui êtes dans les organisations à la chaîne des alliances, à perdre le temps. Il va falloir attendre, je ne sais pas quel mois de l'année prochaine pour avoir votre candidat. Pendant ce temps, les gens promeuvent leur propre candidat. Les autres ont leur propre candidat. Et le calendrier. Monsieur le maire va parler de l'Union pour le changement en 90. Oui. À quel moment la candidature de John Fundi a été déclarée comme candidat de l'Union pour le changement? Personne, la différence c'est que personne n'avait déclaré sa Monsieur le candidature maire, avant. Monsieur le maire, est-ce que le seul candidat qui a concouru contre Paul Bianeté que le candidat de l'Union pour le changement? Non, j'explique. Non, il y a quand même eu des gens qui ont déclaré la candidature avant. Mais qui se sont retrouvés dans l'Union pour le changement. C'est à l'époque même si écoutez-moi peut-être non. Le timing, je rappelle que aucun candidat de l'UPC, Union pour le changement, n'avait déclaré, c'est pas une coïncidence, il faut le savoir, n'avait dit qu'il était candidat avant. Aucun. Mais monsieur le maire. Aucun. Sinon, donnez-moi un exemple. Monsieur le maire. D'accord. C'est ça l'échange d'intervenir. Moi, je dis que son candidat est construit ça, il communique à propos. C'était à quelques mois de l'élection présidentielle. John Fundi a été porté. D'accord, permettez à Bruce Billy. Sur la stratégie. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de perte de temps? Est-ce qu'il a dit tout à l'heure que Olivier Billy n'est pas en train de souffrir dans cette projection-là, puisque lui-même étant dans une situation un peu compliquée? Bon, d'abord, je partage tous les propos qui ont été dits par mon voisin du PCN. Vous êtes tous de l'ATP. Beaucoup de choses vraies. Et je voudrais d'autres moins vraies. Une alliance. Non, j'accepte, je partage ce qu'il a dit. Allez-y dans le fond. Bon, une alliance a un mécanisme processuel de sa création, un mécanisme démocratique. Et ce qui s'est opéré avec l'ATP, ce mécanisme, c'est quoi? Il y a d'abord une phase de consultation des acteurs. Après la consultation, il y a une concertation des acteurs. Et après la concertation, il y a le rendu de cette concertation, le projet de cette concertation, et ensuite l'implémentation de tout ce qui a été arrêté. Pour ce qui est de l'ATP, il y a eu les premières consultations commencées en début d'année, puis précisément vers février. Il y a eu des consultations des acteurs. Certains ont donné leur accord, d'autres ont donné leur accord et puis ils ne l'ont pas respecté. Bon, après, avec tout ce qui a été réuni, toutes les personnes qui ont été réunies, il y a eu des réunions, c'est de la concertation, pour fixer l'offre politique de la transition et la stratégie à opérer, ainsi que les méthodes de communication et bien d'autres. C'est à l'issue de ça qu'en juin, au siège du PCN, l'offre politique de la transition, le manifeste de la transition a été présenté avec les acteurs qui avaient travaillé. Et nous avons présenté devant la presse. Et nous avons eu bien l'honneur de Info TV qui avait couvert cet événement-là. Il faut dire que c'est donc, on ne retrouve pas beaucoup, sinon peut-être pas, d'alliances qui respectent ce mécanisme processuel-là. C'est plus ce que mon voisin indiquait, les logiques de messianisme, de chefferie traditionnelle. Où, le maire lui dit qu'il est d'accord avec la procédure de l'APC. Je dis que c'est honnête. Moi, je ne suis pas d'accord, mais c'est honnête de leur part. Peut-être le maire à ce qui est démocratique. Non, je dis que moi, je n'aime pas ça. C'est honnête. On se comprend pas. Je n'aime pas cette méthode. Mais c'est honnête. Au moins là, on sait où on va et qui sera devant. Entre-temps, à l'ATP, on ne sait pas encore qui sera devant. Ça va pas savoir. Et c'est un peu... Voilà. Je n'aime pas la méthode de l'APC, mais elle me semble plus honnête. D'accord. Bon, et nous avons été, à un moment donné, été surpris par certains qui avaient pris des engagements relativement à ce mécanisme-là et qui après ont annoncé leur candidat, soutenu un autre candidat, notamment Kounvodor, M. Akéhé Kouna et M. Baléguencote,
Sauf que Germain relativise tout cela, il dit que ce n'est pas fermé. Même aussi, s'ils l'ont fait, ils peuvent revenir à l'intérieur et proposer leur candidat à investir. Effectivement, c'est là où je suis absolument d'accord. Et ce qui a été dit lors de la dernière sortie du monsieur Saint-Germain, du président Saint-Germain, du professeur Olivier Billet, devant les médias la semaine passée, c'est que l'Alliance pour la transition politique n'est pas fermée. Même ceux qui se sont comportés de cette manière, la porte reste toujours ouverte pour qui reviennent. Et je peux vous dire qu'il y a même des organisations qui frappent encore à la porte. Ce que je veux dire aussi, c'est que une des sagesses qu'il faut avoir, c'est qu'il n'y a pas de certitude absolue en politique. Il n'y a aucune certitude absolue. Vous ne pouvez pas être péremptoire, surtout dans un environnement très clivé comme le Cameroun, où il y a beaucoup de problèmes conjoncturels. Vous ne pouvez pas être péremptoire sur ce qui est l'avenir politique du Cameroun. Rien n'exclut, par exemple, qu'il y ait une alliance des alliances. C'est une société politique pluraliste. Il est normal qu'il y ait plusieurs alliances. Rien n'exclut qu'il y ait alliance des alliances. Il se trouve parfois dans les sociétés politiques que, à peut-être 1 mois ou 2 mois ou bien quelques semaines, un candidat renonce à sa candidature pour se mettre derrière un autre. Pour des raisons que son état-major peut-être a peut-être réfléchi et se sont rendus compte que c'est peut-être la meilleure stratégie à opérer. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas faut pas être très péremptoire. On a même vu à Kérim Nassir allié à 4 jours de l'élection. Et ces bulletins sont restés à 2. Donc il ne faut pas... il n'y a pas de certitude absolue. C'est une grande sagesse. Et au niveau de l'ATP, la porte est ouverte. Ça peut être M. Sylvestre qui nous rejoint. D'accord, mais vous annoncez également l'éventualité. Non, si l'Alliance a une porte, moi je ne viendrai pas. Si elle a une porte? Oui, parce qu'on connaît la porte. Ceux de cela ne me sied pas. Vous voulez que ce soit un boulevard? L'Alliance va être un boulevard. Mais c'est un boulevard. Non, il a dit qu'on connaît la porte. Non, il a dit. Il y a des gens qui veulent l'Alliance. Si vous rejoignez l'Alliance, d'accord. Bonsoir à nouveau. La seule coalition stable pour le moment est celle de l'APC, menée par l'honorable Nietzsche, qui choisit déjà Maurice Kamto comme leader. Par contre, dans l'ATP, c'est du désordre avec les multiples sorties d'Olivier Billet en contradiction avec l'idéologie du PCRN, preuve de la non-harmonisation de la vision des différents partis politiques qui constituent cette coalition. Nous observons cela avec les démissions en cascade dans l'ATP. Bertrand Armel Bama, qui donne sa contribution, réaction. De dire à titre supplémentaire que une organisation humaine a des personnes qui ont des tempéraments différents. Les perceptions peuvent être différentes. Les trajectoires peuvent être différentes. C'est une organisation humaine. A fortiori quand c'est une organisation à caractère politique, parce que la politique est très clivante. Donc, il peut y avoir un moment donné des déconvenus, des disputes. C'est pour moi peut-être même parfois l'expression d'une vitalité démocratique. Il peut y avoir une contradiction. Mais par rapport à par rapport à l'objectif, si l'objectif c'est l'élection présidentielle, le temps de ces dissensions, de ces débats, de ces contradictions telles que indiqué tout à l'heure, est-ce que ça vous fait pas perdre suffisamment de temps finalement? Pas du tout. Pas du tout. Ce que je veux dire que même lors des discussions, ça ne lève pas le live motive. Et je voudrais insister ici pour dire qu'il a été convenu par presque tous les acteurs que après une longévité d'un pouvoir comme celui-ci et un système, il faut un temps de transition. Un temps de transition pour déconstruire le système actuel et arriver à un autre système. Et ce temps de transition, on a le manifeste de la transition politique dure 4 ans. Donc, c'est-à-dire le candidat qui sont investis par l'ATP, c'est pour accomplir l'offre de transition durant 4 ans pour remettre à plat toutes les institutions, toutes les particularismes du système qui fait en sorte que on ait un système qui est devenu un boulet pour tout le monde et accéder à un autre système. À l'issue de ce temps de transition, chacun retrouve son appareil politique et son identité politique propre. Et peut-être même certainement, c'est même ce qui peut se faire dans ce temps de transition. Il peut y avoir même une restructuration du paysage politique en termes de famille idéologique et de courants de pensée. Et puis chacun retrouve son identité politique. L'offre politique de transition, et c'est ce que nous regrettons. Nous regrettons parce que on ne met pas beaucoup l'emphase sur l'offre, le contenu de l'offre, la transition, qui parle de la refondation du Cameroun.
Cette alliance est refondatrice et touche la refondation du citoyen, la refondation du système économique, la refondation sur la vie sociale et culturelle, la refondation du point de vue de tous les pesanteurs liés à l'extraversion du Cameroun et à sa dépendance à l'extérieur. C'est donc dans presque tous les aspects de la nation où il y a une offre pour refonder. Et pourquoi? Parce que nous estimons que plusieurs pays qui ont à peu près la même sociologie politique que le Cameroun, à cause d'une longévité au pouvoir, ont connu des soubresauts après la longévité du régime. Et donc la transition, et nous voulons anticiper que la transition soit elle soit pacifique pour éviter cette situation. Alors c'est le discours que vous vendez à ceux qui viennent, c'est-à-dire que les Célestins, Jamen et les autres, vous leur dites que vraiment là où on est là, c'est la transition. On cite là les gens qui sont un peu pressés aussi, ça se ressent dans leurs attitudes, qui veulent aller au pouvoir. C'est ce qui a été arrêté d'un commun accord entre les chefs de parti et les associations qui ont adhéré. C'est qu'il faut une période de transition. Alors répondez à monsieur le maire dans cette affaire-là, où Olivier Billet, qui est un peu la figure de proue de cette affaire, est-ce qu'il n'est pas dans une situation un peu compliquée, lui qui, selon la loi électorale, peut difficilement être candidat? Non, il n'est pas dans une situation compliquée parce que lorsque le candidat de l'ATP est désigné, un parti membre de l'ATP qui a la passé d'investir, investit. Et rien ne vous dit même que quelqu'un n'est pas possible de réunir ces signatures. Vous ne pouvez pas avoir de certitude absolue là-dessus. Donc il y aura les partis comme on le dit soit sur ce plateau Yango, où il y a les gens. Pas de parti Yango dès lors qu'ils ont contribué à la mise en œuvre d'une offre politique de transition et ils ont signé, ils sont partie prenante de cette offre, de tout l'édifice qui a été mis sur pied. Et en ce moment, au niveau de l'Alliance pour la transition pacifique, il est en train de se mettre en œuvre par les jeunes, le mécanisme de la primaire qui va désigner le candidat de l'ATP, qui sera sérieusement alors parlons de ce mécanisme des primaires, oui, digital ou pas, c'est les primaires que vous entendez organiser matériellement, logistiquement. Comment est-ce que vous entendez organiser ces primaires-là? Oui, mais moi je vais d'abord revenir sur une chose. Digitale, hein. Quand vous parlez, quand vous évoquez le cas Olivier Billet, ça nous renvoie carrément à l'APC. C'est comme si vous dites qu'Olivier Billet avait initié un projet pour que tout le monde vienne s'aligner derrière lui. Alors je veux que ce soit répondu clairement. Oui, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'idée. Ce n'est pas ça l'APC. D'accord. Et ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas ça l'idée d'Olivier Billet. Non, je ne dis pas que ce que le maire a dit. Parce que j'ai dit que il n'a aucun moyen individuel pour se faire. Non, et ça c'est une vision. Tous ceux qui ont la capacité ont déclaré le candidat. Non, et ça c'est la vision, y compris Olivier Billet. Ça c'est la vision externe dont je vous parlais. C'est-à-dire que vous voulez construire votre maison familiale. Mais il y a des gens qui vont vous dire que le terrain même où vous voulez construire là ne vous appartient pas. Est-ce que votre mère ne vous a pas dit que votre père n'était pas son terrain, il est venu seulement? Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens sont à l'extérieur. C'est vrai ce qu'ils vous disent. Attendez, les gens sont à l'extérieur. Les gens sont à l'extérieur. Et c'est que c'est tout sincère. Ça peut être des accroches politiques. Mais ce que je voulais dire, c'est que si le développement que vous faites en évoquant Olivier Billet, ça va nous renvoyer directement à l'APC. Oh, ce n'est pas ça l'idée de l'ATP. L'idée de l'ATP, c'est de réunir toutes les forces, y compris celles de l'extérieur, qui sont des Camerounais. Parce que dans la projection que nous faisons, c'est qu'il faut demander à la diaspora. Vous qui êtes dans la diaspora, comment est-ce que vous pensez que vous pouvez impacter le volet économique du Cameroun? Ils vous disent au sein du manifeste que voilà comment nous pensons. Et vous leur dites, ok, comme vous pensez donc mettre ça en œuvre, donnez vous-même le candidat qui va venir être ministre de l'économie ici pour impacter et pour... On ne va pas parce qu'on a été membre au début pour dire que c'est nous qui allons occuper les postes. Non, c'est pour ça que je vous dis que dans le cadre de l'ATP, le président national, par exemple, ne s'est jamais prononcé au candidat parce qu'il est prêt à céder sa place au candidat que l'ATP aura retenu. Et c'est ce que nous prenons depuis 2017. Dans le cas de OMC, de dire tant que nous ne pouvons pas nous unir, mettre les égos de côté, laisser tomber nos masques pour l'intérêt commun, on sera toujours en train de tourner à rond. Or, ce que ceux de l'extérieur font aujourd'hui, c'est de faire croire que ce que fait l'ATP, c'est qu'on tourne à rond à la fin, on n'aura pas de candidat, il y a les dispositions. Mais je vous dis que ce que M. Koumvondo a fait, c'est d'investir Maître Akeremouna comme le candidat d'univers à la candidature pour le changement. Voilà ce qu'il a fait. Maintenant, on a fait des communications. Non, les communications sont claires. Il est candidat à l'élection présidentielle. Oui, mais quand il n'est pas candidat à une candidature. Non. À l'ATP. Monsieur Jean Yazé, il est candidat parce qu'il a déjà été investi par un parti. Oui, il a déjà maintenant, ce parti-là,
qui lui est dans une alliance, M. Nkouvendo nous a jamais dit qu'il a quitté l'ATP. Qu'on se comprenne bien. L'univers a investi un candidat à l'élection présidentielle, mais l'univers n'a jamais dit qu'il n'est plus membre de l'ATP. Ça veut dire que l'univers... Ça fait quand même un peu de désordre. Non, pas le désordre. L'univers a présenté... Un représentant de l'ATP sur ce plateau, je crois, dimanche, était très dur avec Nkouvendo. Il n'a pas compris que Nkouvendo soit parti en Afrique du Sud et qu'il revienne déjà avec un candidat. Il n'a pas J'ai suivi ce débat-là. Voilà. Et c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple. Non, c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de la maison. Oui. C'est-à-dire qu'on peut être fils d'une même famille, même père, même mère. Nous voulons construire une maison, mais les process, nous ne sommes pas d'accord. On dit par exemple, il nous faut 17 millions pour construire la maison. Moi, j'ai dit, ok, moi j'ai les 17 millions, je construis la maison. Et vos frères disent non. Tu ne vas pas venir nous imposer que comme tu as 17 millions, construire la maison. Nous, on également veut participer à la construire la maison. Donc, permets-nous, divisons et chacun prend une responsabilité et qu'on arrive, à la fin, vous arrivez à la construire la maison. Mais malgré que tout ce process-là, il y a des gens qui viennent, chaque enfant veut penser qu'il a participé à la construction du bien de la famille. Donc, c'est ça que vous voyez, mais ça ne veut pas dire qu'à l'ATP, il y a un problème. L'ATP a une mission de rassembler tout le monde. C'est pour ça que moi j'ai dit, et je voulais dire à M. Niek que le problème de l'UPC, moi je l'ai dit dans une autre chaîne en 2020, lorsque j'étais candidat aux législatives à Sanaga-Maritime. Parce que lorsque nous avons, nous, jeunes, nouvellement candidats à une élection, nous avons pensé que nous pouvons aller vers les sites où les pères fondateurs de l'UPC s'asseyaient, par exemple, vous le connaissez, dans la Sanaga-Maritime, où ils venaient. Ceux qui nous ont opposé d'accéder à ces sites-là, c'était les militants de l'UPC. Et nous leur avons dit que mais vous faites comme si Oumniobé vous appartient. Il ne vous appartient pas. Effectivement. Il nous appartient à nous tous Camerounais. C'est un bien national. Non, suivez. Parce que aujourd'hui, les UPCistes estiment que l'histoire de la mère que vous dites ou du père que vous dites, que tout le monde doit seulement venir dans l'UPC pour qu'il y ait le changement. Parce que l'UPC était à la base de cette lutte-là. Mais moi, je vous dis, c'est le même discours que je pose à ceux qui nous gouvernent. Que quand j'ai dit ici, par exemple, tout le monde a crié. L'UPC aujourd'hui n'arrive pas à se réinventer. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à accepter qu'il peut avoir des jeunes capables de venir enlever tous ces vieux qui se bagarrent et qui sont dans les intérêts des bâtisses là. Et avoir un jeune aujourd'hui, je serai candidat de l'UPC à Sanaga-Maritime, mais qui va me le permettre? On va me dire que on ne me connaît même pas. Ça veut dire qu'il faut aller prendre Bouamassor, il faut aller prendre tel qui a une figure qu'on connaît. Mais alors qu'un jeune peut venir et prendre la tête de l'UPC, c'est pour ça que l'UPC pèse aujourd'hui à se réinventer. Et c'est pour ça que les autres partis politiques qui veulent donc unir, et moi j'ai dit et je reste convaincu que l'UPC, que je connais, où M. Niek est, à la fin, nous sommes à 10 mois, nous allons nous retrouver. On va causer dans le cadre, que ce soit de l'ATP, que ce soit de... Alors, disons qu'on est à moins de 10 mois, parce que le corps électoral est convoqué peut-être 3 mois avant les élections. Oui. Le calendrier se resserre et vous êtes encore en train d'imaginer les primaires. Vous êtes encore en train de chercher à rassembler 2 ou 3 partis de plus pour faire un bloc fort. C'est pour cela qu'on parle un peu de timing. Est-ce que la procédure choisie par l'ATP, qui n'a pas un candidat déjà désigné, est-ce que cette procédure n'est pas lente et n'est pas lourde pour être prêt lorsque l'élection sera annoncée? Non, Jacques Jazé. Parce que dans le cadre du processus de l'ATP, ce qui est prévu en janvier, c'est la descente sur le terrain pour aller sensibiliser et inscrire plus de Camerounais. Parce que l'ATP a adopté que plus nous avons la masse critique électorale, plus il est possible de renverser le pouvoir en Si face. jamais, comment vous le faites? Vous partez sensibiliser les populations qui ne savent même pas. Parce que on s'inscrit par rapport à quelqu'un. Oui, mais dans la sensibilisation, nous l'avons fait avant 2025, 2024 qui finit. Nous l'avons fait, chaque parti l'a fait avec ses compétences au niveau de sa base. C'est le travail qui sera fait par tous là. Donc en janvier, vous descendez. On le descend chacun en fonction de sa base et d'où il se trouve, sensibiliser, continuer le travail. Chacun selon son parti. Pas sous la bannière de l'ATP. Non, que ce soit sous la bannière de l'ATP, que ce soit sous la bannière de son parti, vous travaillez. Je dis et je répète que M. Niek a évoqué l'Union pour le changement. L'Union pour le changement n'a donné son candidat qu'à moins quelques mois de l'élection présidentielle. Donc il ne l'a pas fait un an avant. Vous savez qu'aujourd'hui se pose même le problème dans le RDPC même de qui sera candidat. Donc nous on ne peut pas venir. Je ne sais pas hein, si dans le RDPC. Oui, qui sera candidat. Non, les textes sont encore clairs. Mais le problème se pose. Le président national est le candidat du parti. Qui se pose. Ils ont facilité l'affaire là-bas. Parce qu'il y a 2 choses dans le piège qui est tendu. C'est qu'on vous pousse dans votre union de déclarer votre candidat un an avant.
et de commencer à mettre les mécanismes en branle pour vous de construire. Donc faites un peu du cache-cache là. Pour vous de construire. Ah d'accord, c'est votre Voilà, stratégie. c'est pour ça que même dans le cas de l'Union pour le changement, John Fundi n'avait pas été déclaré le candidat 2 ans avant ou 1 an avant. Il a été déclaré candidat de l'Union pour le D'accord, changement. vous avez quelques rappelé la mois question de timing. Emmanuel, sur cette affaire-là, vous avez les deux grands blocs que vous avez soulignés tout à l'heure, l'APC qui dit tous derrière Maurice Kamto, l'ATP qui dit vraiment cherchons encore notre candidat, le moment venu, on l'aura, il y aura même des primaires, ainsi de suite. En termes de timing, pour aller vers une élection aussi importante que l'élection présidentielle, est-ce qu'on n'est pas en train de tourner en rond pendant longtemps? Je peux dire oui ou non. Oui, pourquoi non, pourquoi? Nous, quand on était à l'école, s'il fallait dire oui, non. On disait Oui, oui, non, parce qu'il n'y avait pas si oui, pourquoi? Bon, Oui, si parce, pourquoi? oui, parce que nous étions là en 92, nous avons vu le candidat de l'Union pour le changement, je crois que c'était 3 mois avant l'élection présidentielle, et ça a marché. Non, parce que le champ politique est un champ extrêmement versatile. Et les dynamiques, oui. Donc, à les entendre parler, on peut leur donner le bon Dieu sans confession. Sauf que nous, en 2011, jusqu'au jour où il y a eu l'élection, et que le candidat de l'UDC a été pressenti comme gagnant, eh bien les choses se sont gâtées. Ça veut dire que jusqu'à la dernière minute, il est toujours possible que les choses se gâtent. C'est pour ça que j'ai dit oui ou non, on ne peut pas, dire voilà, de manière péremptoire que voilà ce qui va se passer jusqu'au bout. Parce que les hommes politiques nous ont habitués qu'ils ont des égos et ils ont parfois des conseillers, même si eux ils aimeraient faire autre chose. Parfois, leurs conseillers les amènent à faire une autre chose. Et ça fait donc que la chose capote à la fin. Mais sinon, moi j'ai dit, nous sommes toujours partants à partir du moment où... Vous êtes partant, mais vous ne bougez pas. Oui, nous ne bougeons pas. Je veux dire, nous sommes partants pour une mutualisation des forces. Mais il faut la vraiment... garantie d'une victoire. Il faut s'entourer des garanties pour que ça ne soit plus... ce que nous avons vécu dans le passé. Voilà. C'est ce que je dis. Alors, vous répondez quoi tout à l'heure, monsieur le maire, qui estime qu'il ne faut pas faire croire aux Camerounais que pour gagner, forcément, il faut être dans une alliance? Oui, il a raison en partie. Nous avons vu au Sénégal, il y avait au moins 3 alliances. Mais le peuple sénégalais a donné une majorité absolue à Diomaye Faye. Voilà. Donc, ce n'est pas une vérité absolue que si les familles politiques se présentent individuellement, ne peuvent pas gagner. Mais connaissant le contexte camerounais, parce que c'est ça qu'il ne faut pas évacuer. Oui, dans le contexte camerounais, il y a également les égos des Camerounais. Oui, hein? Et puis il y a un contexte d'une fraude lancinante qui fait que parce que les élections au Sénégal, ce n'est pas les élections au Cameroun. Ça, il faut qu'on... Vous gagnez tous les jours dans le Noun. Vous ne parlez pas de fraude là-bas. C'est quand c'est la présidentielle qui a la fraude. Vous gagnez là-bas, personne ne vient discuter. Non. Personne ne conteste. Même à la présidentielle, il y a toujours dans le Noun. C'est pour ça que vous gagnez dans le Noun. On gagne. L'exemple du Noun devait même nous permettre dans tous les groupements d'être plus fort. D'être plus fort. Vous savez, ce qui se passe dans le Noun est extrêmement... Mais vous devez vendre autre chose. Vous devez dire que c'est possible de gagner. C'est aux autres de copier donc auprès de l'UDC comment... Mais pourquoi le nom ne veut pas se prononcer? Vraiment l'UDC, vous voyez un peu le lapsus. Pourquoi est-ce que l'UDC ne veut pas se prononcer clairement? Oui, mais Jean-Jacques, vous n'allez pas aiguillonner l'UDC prononcer sous pression. On est un parti qui est là quand même depuis 33 ans ou 34 ans, on sait. Vous n'êtes pas comme le vieux qui va abattre l'arbre. Non. On sait comment les choses se passent au pays. On veut prendre du temps, observer et prendre la bonne décision pour ne pas... Mais le temps court, Emmanuel, le temps court. Oui, à partir de janvier, ça va très vite, avec férié, fête par-ci, et puis on est surpris qu'on convoque le corps électoral. Nous ne serons pas surpris à l'UDC. Je crois qu'on va prendre la bonne décision le moment venu. D'accord. Le militant du PCRN sur le plateau ne maîtrise pas l'honorable Cabral Libi, bien qu'il soit militant de ce parti. Je vois difficilement Cabral Libi accepter de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, car dans sa tête, il est déjà candidat à cette élection et sa présence à cette coalition n'est qu'un schéma pour montrer aux yeux des gens qu'il est engagé dans une dynamique avec les autres. Dans l'esprit de Cabral Libi, toi tu es entré là-bas. S'il faut un candidat à l'RTP, ça devrait être lui. Et je vois difficilement Cabral renoncer à son rêve de devenir président au détriment de... Voilà.
plutôt. On ne va pas répondre parce que ce qu'il dit... Pion est libre. Peut-être que c'est le Cameroun. Non. Peut-être que c'est le Cameroun. Le timing, Sylvestre. Le timing. Avant d'arriver au timing, j'ai appris quelque chose ici de bien. Qu'en politique, il ne faut pas être péremptoire. Mais lorsqu'il s'agit de l'UPC, tout le monde est péremptoire. Je vous donne quelque chose. Comment ça? Mais tu l'as dit, c'est très clair. Que pour l'UPC, on verra bien, il n'y aura pas les jeunes. Je rappelle qu'à l'UPC, il n'y a pas. Vous estimez, moi j'ai quel âge? Vous êtes un éternel. Parce que ce que j'entends là, j'entends des choses terribles. Non. S'il me fallait dire les choses qu'on a faites en 2020, non, on n'avait pas ça. je dirais une partie. pas compris. Je vous dis une partie. En 2020, l'UPC a proposé à Kaba de l'investir. Il m'écoute, il sait que c'est passé dans mon domicile. Comme c'était pas la jeunesse. Je ne ferai pas le détail, c'est pas la jeunesse. Donc oubliez ça. En Sénégal Martin, ceux qui sont candidats pour l'UPC ne sont pas des vieux. Je suis désolé, non. Dans l'Union Ekele, dans l'Union Ekele, Bapo qui a été allé en 2013 n'est pas vieux. Hors Lucien n'est pas vieux. C'est pas ça le problème. C'est-à-dire, c'est un construit effectivement qui fait que les gens ne veulent pas faire leur place. L'UPCA, c'est des particuliers. Venez avec vos milliards, on vous demande, vous ne connaissez pas le parti, prenez le temps. C'est ça, c'est tout. Et personne n'accepte ça. Nous, à l'UPC, c'est une pyramide qu'on construit. Quelqu'un n'accepte, c'est difficile d'accepter. Moi, je suis rentré à l'UPC en 91. J'avais 70 ans, 111, n'est-ce pas? C'est le parti des vieux. Quand j'en ai 70 ans. Ce n'est pas ce que je dis. Ce que j'entends là est horrible. Ce n'est pas en ce fait, que ça participe de ce que je vous ai dit au départ. On n'a pas demandé que tout le monde vienne à l'UPC. Ce n'est pas ce que j'ai dit. À défaut de venir à l'UPC, ne combattez pas l'UPC. C'est ça le problème. Si je voulais aller... Mais j'évite de détruire les autres. Parce que ce n'est pas l'objectif. Il faut qu'on se comprenne bien. Oumnobek, dont tout le monde se vante, a bien laissé un instrument de conquête du pouvoir. Quand on il y avait plusieurs partis politiques, mais il a laissé un instrument de conquête du pouvoir. C'est qu'on demande aux gens. Vous ne pouvez pas faire la politique de l'UPC en laissant son instrument dehors. Mais pourquoi vous ne les retrouvez pas? Vous voulez qu'ils viennent vers vous? Non. L'UPC est un point de rencontre. C'est le seul parti qui n'appartient à personne. Je prends un exemple. Dans la conscience populaire... Et quand vous êtes point de rencontre, tout le monde doit venir vers vous. Non, on doit se... Ça a été confusé. Jean-Jacques pas certains. J'aime bien ce discours-là. Lorsqu'on dit RDPC, on dit le RDP c'est de qui? De Paul Biya. Le SDF de qui? De Fundi. L'UDC de qui? D'Adamou Damoucha, c'est connu. Il n'y a qu'à l'UPC, les gens disent, c'est la propriété commune. C'est comme le foncier du Cameroun. C'est la propriété commune. Patrimoine. Et c'est pour ça que l'UPC va dépendre. Parce que nous, à l'UPC, il n'y a personne qui peut se vanter d'être le créateur et machin. Non, personne. Personne. Oui. Donc le problème, c'est ça. Maintenant, ce que je leur dis en termes d'expérience, parle pour le timing. En 92, il n'y avait aucun candidat qui s'est déclaré avant Fundi. Aucun. Non pour le changement. Aucun. Il n'y en avait pas. Je parle comme acteur présent. Parce que moi, j'étais là en 92, j'avais 70 ans. Parti des vieux. J'étais là en 92. Vous comprenez? Non, c'est pas ça le problème. Ce que je leur dis, c'est que tous ceux qui ont la capacité légale d'investir ont déjà déclaré leur candidature et la construisent chaque jour. C'est un fait. C'est ceux qui n'en ont pas qui sont obligés d'attendre. Et moi, sur le plan de la mécanique électorale, en janvier, ils vont faire. Vous allez que chacun va descendre dans son fief, faire la campagne. Pour sensibiliser, n'est-ce pas? Les inscriptions. Lorsqu'on s'inscrit, vous le savez, le vote chez nous, on a beau le nier. Et l'UDC en a la preuve parfaite. Est d'abord et avant tout communautaire. C'est-à-dire, comme j'aime Cabral Libi, je vais m'inscrire pour le voter. Cabral Libi peut avoir la hauteur pour dire que non, le moment venu, je n'étais qu'un candidat à la candidature, on m'a battu aux primaires électroniques, n'est-ce pas? Vous n'allez pas déconstruire ça dans la conscience de ces gens. C'est vrai pour Cabral, c'est vrai pour Kamtou, c'est pour tout le monde. Et c'est ce que je veux dire au départ. On a vu qu'Akere Mouna s'est retiré, les gens l'ont toujours voté. C'est ça le problème. Il s'est retiré, on l'a voté. Oui. C'est la mécanique électorale. C'est ce que je vous dis, en étant contre le mécanisme de l'APC. Contre. Mais il y a bien des choses vraies que je refute moi. Des choses bien que je refute. Ça ne me plaît pas, mais c'est honnête de dire que là où vous venez là, le candidat c'est Kamtou, il n'y aura pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre discours. Mais sur le plan du timing, je prends un exemple. L'histoire de transition est une entourloupe. Je vous dis pourquoi. Vous allez aux élections sur la base d'un mandat de 7 ans. Vous n'êtes pas sûr d'avoir les élections législatives d'après pour changer la constitution ou le référendum pour changer le mandat. C'est très difficile. Il a dit que le Cameroun n'est pas le Sénégal.
C'est au Sénégal que lorsque vous êtes élu président de la République, on vous donne les moyens de contrôler. Au Cameroun, c'est quelquefois le contraire. Vous voyez dans les partis, lorsque vous êtes élu à la tête d'un parti politique, un bloc se construit pour vous combattre. Au Sénégal, c'est différent. Donc, la réalité, moi, je leur dis, je n'ai rien contre l'ATP, je n'ai rien contre l'APC, bien au contraire. Mais je leur donne l'expérience qu'il sera difficile au monde de la communication de déconstruire les candidatures déclarées, même à un an des élections présidentielles. Vous ne pouvez pas aller à Paris que vous êtes candidat. Allez à TVC, vous êtes candidat. Allez à Macao le dire. Allez à Paris le dire. Et dans 5 mois, qui va leur dire que vous n'êtes pas candidat? Et c'est pour ça que moi j'ai dit, comme on n'est pas être péremptoire, il est possible que le candidat reste candidat. Dans ces conditions, comme je veux que nous gagnions les élections, battons-nous pour que les gens s'inscrivent. Faisons une éducation citoyenne pour que le moment venu, les gens aillent voter et contrôlent leur vote. D'accord. Mais si on continue à leur dire que tant qu'on ne sera pas unis, c'est pas bon, ils vont voter pour le bien. Ce discours-là, on est d'accord. Ça, je vous dis. Ce discours, on a dit c'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas absolument... Mais non, le problème que je suis contre. Les... Mais je vous montre seulement les différentes possibilités. Dans le budget sénégalais, il y a quelque chose qui m'a plu. C'est la notion de gestion du risque. Il faut intégrer ça dans tous les projets politiques. On va là, on veut faire un tel candidat, mais si on en a 5, on fait quoi? La notion du risque politique doit être intégrée dans les projets politiques. Dans le cas contraire, vous allez voir ce qui va se passer. D'accord, le temps de transition auquel votre invité fait allusion est propre à ceux qui gèrent le temps. Ce qu'il faut pour notre pays, c'est une révolution à la Jerry Rawlings. Que ce soit ATP ou APC, le but est le même. Changer le Cameroun de fond en comble. Jerry Rawlings l'avait fait. En sommes-nous si inaptes, Ndi et BD, depuis Simbok, qui envoie justement sa participation à ce programme. Les transitions, il semble indiquer que c'est un discours trop long, très difficile compte tenu des réalités d'aujourd'hui. Ça sort d'où? Ça va servir à quoi d'avoir une vision sur la transition? La transition, c'est à refonder, à poser les bases d'un nouveau système, à le restructurer. Et les transitions s'opèrent, soit elles sont civiles, soit elles sont militaires. Compte tenu de la réalité sociopolitique du Cameroun, nous mettons une alliance pour la transition pacifique pour éviter tous les mauvais soubresauts et faire en sorte que cette transition, une transition est inévitable lorsqu'un système a mis long. Pour que cette transition se passe, le mandat peut être l'objet d'une transition. Cette transition se passe, parce que si vous ne passez pas par une période de transition où vous refondez tout, vous arrivez au sommet de l'État, il y aura tellement de pesanteurs systémiques qui vont permettre même que vous puissiez gouverner ou bien réaliser même quand c'est la campagne électorale, vous allez dire d'où on vient pour 4 ans. Pour 4 ans de transition d'abord. L'APC aura son type pour dire que vraiment notre président est là, il est après. Bon, maintenant, il y a certaines choses qu'il faut relever, qui sont vraies, parce que des contre-vérités ont été dites. Il y a au niveau de l'ATP, le président Célestin Djamène qui a déclaré sa candidature à la candidature. Son parti à part n'a pas d'élu pour investir un candidat. C'est pour dire que c'est pas seulement les partis dont... Comme les libérateurs aussi. Comme les libérateurs qui n'ont pas d'élu. C'est pas seulement les partis qui ont des élus qui ont déjà déclaré leur candidature à la candidature. C'est parce que j'ai dit que tous les candidats qui ont la capacité l'ont fait. Pas pour dire qu'ils sont les seuls. Voilà. C'est différent. Célestin Djamène a déclaré sa candidature à la candidature. Olivier Billet. Voilà. Donc maintenant, ce que je veux aussi indiquer, c'est que l'ATP n'est pas fait seulement pour l'élection présidentielle. L'ATP est fait pour toutes les élections. Toutes les élections, toutes les élections qui sont au Cameroun. Là, il y aura une réflexion, une stratégie pour aborder chacune des élections ensemble. Vous voyez l'ATP survivre à la présidentielle. Après la présidentielle, vous voyez encore l'ATP. Bien sûr, d'accord. Bien entendu. Et c'est ce que... Avec Célestin Djamène et les autres. Bien sûr. Puisque nous sommes entendus pour continuer à cheminer lors de toutes les autres élections qui vont arriver. Donc, il ne faut pas confiner notre alliance à des élections présidentielles. Je vais vous titiller par le message d'un membre il s'appelle Hubert Volo, responsable communication du CAC. Je ne sais pas trop si c'est du CAC. Voilà. C'est une formation politique. D'accord. Il dit ceci. Membre de l'ATP également. Oui, membre de l'ATP. Mais il dit ceci, ma formation politique est signataire du manifeste. L'un des problèmes au sein de l'ATP, c'est le discours, je mets entre guillemets, ce n'est pas moi qui dis, ordurier et condescendant du président Djamène et du président Billet, qui supportent mal toute contradiction des cadres, des cadets, malgré leur inconsistance et incohérence.
voilà un membre de l'ATP qui le parle, qui le dit. Ils ont développé un discours pour discréditer Cabral Libye, par exemple. Par ailleurs, ils boycottent les réunions et quand ils reviennent, remettent tout en cause. C'est dans cette veine qu'ils insultent aujourd'hui Ndjekam Tchameni, qui semble également vous tourner le dos. Suite à cela, ils ont été suspendus par l'Assemblée générale pendant 4 semaines. Les seuls partis de l'ATP qui peuvent investir les candidats, il y avait Univers de Nkouvondo qui est parti. Il y a le PCRN que N'Djamène ne considère pas curieusement. Voilà, un membre de l'ATP qui n'a pas un discours tendre. C'est ce que je vous dis. C'est l'expression de la démocratie. C'est l'expression, je vous dis. Là, c'est vu de l'intérieur. Mais c'est ce que vous avez dit que c'est vu de l'intérieur. Je vous dis que même vu de l'intérieur, je vous ai donné la phase de la construction d'une maison entre les enfants d'une même famille. C'est malin, ça. On peut ne pas avoir le même process. Et c'est de ça qu'il parle. C'est-à-dire que nous sommes tous réunis. On a une vision. Mais il y a des gens qui pensent qu'on doit procéder plutôt de manière autre que... Et des égos donc que les gens ne veulent pas laisser tomber. Mais moi, ce que j'apprécie dedans, c'est qu'il a au moins eu le courage de dire ce qui est vrai. C'est que c'est ce qui se passe à l'ATP. Et nous disons que c'est l'expression stricte de la démocratie dans l'ATP. C'est-à-dire on ne vous empêche pas de donner votre position. Non, mais on dit qu'il a dit, hein. Non. Même si les blessures peuvent sembler profondes, on dit peuvent sembler. Parce qu'à la fin, on vous a dit qu'il y a des gens qui, malgré les écrans de voix, après reviennent toujours s'asseoir pour qu'on continue à travailler. C'est pour ça que je dis que son discours est vrai. Ils reviennent s'asseoir, ça veut dire que ça au moins qu'il y a une base de travail. D'accord. Les grandes œuvres se construisent dans la difficulté. Dans la difficulté. Dans ce qui est facile de dire qu'on se réunit derrière tel on fait comme ça, ce n'est pas évident. Ce qui se construit et qui doit durer se fait dans la difficulté. Dans la difficulté. Voilà. L'essentiel, c'est ce que je voudrais dire à la suite de ce message, c'est que ce soit le professeur Olivier Billet, que ce soit le président CSN Jamais, se sont toujours fait tout petits pour écouter toutes les doléances, pour écouter les positions des autres. Donc, ce que Hubert Volonnet pas dit, c'est une perception qui n'est pas vraie. Ah, tant mieux. Et bon, ils se sont vraiment mis au service de la création de cet édifice et ne se seront pas comportés de cette manière-là. Donc, bon, ce que est important, c'est de rester sur ce qui est positif. Oui. Ce qui est positif. Ça, par contre, c'est intéressant. Ce qui est positif, c'est que il faut continuer à construire, à continuer à débattre. C'est laborieux. Pardon? Il m'a dit que c'est laborieux. Oui, mais le changement d'un système ne se fait pas par avoir la main tendue même sur ceux qui sont peut-être mécontents, qui pensent qu'on peut faire autrement, continuer à les écouter et être réceptif à toutes les propositions. Nous, le Parti des libertés qui se réclame de l'UPCisme, nous n'avons pas de problème avec quelqu'un l'UPC. Nous avons de bons rapports, que ce soit avec le professeur Barebec, que ce soit M. Sylvesniek, que ce soit Balgankot, ou bien tous ceux qui se réclament de l'UPC comme le Manidem. Nous, on n'a pas de bonsoir GGZ, j'aime bien tes émissions pleines de pédagogie et de réalisme. L'intervention des panélistes, c'est de la rigolade et du manque de réalisme politique. Les leaders des partis politiques se détestent entre eux, animés par l'excès d'égocentrisme et égoïsme. Aller en rang dispersé, c'est refuser le changement et permettre au RDPC de gagner. Hervé, depuis Obobogo, on dit Hervé que ton discours ne passe pas, c'est ça? C'est un discours qui ne passe pas. De faire croire aux gens qu'il faut absolument s'unir pour gagner le RDPC, ça ne passe pas. C'est d'autant plus que l'opposition n'est pas un ensemble homogène. Tout à fait. Voilà. C'est pas un ensemble homogène, chacun a sa sensibilité. Voilà. Nous avons d'intégrer la notion de gestion du risque. Risque politique cette fois-ci. L'alliance politique au Cameroun est-elle programmée pour échouer? C'est une question qui mérite une réflexion approfondie. D'après les études, les alliances politiques au Cameroun sont souvent confrontées à des défis majeurs tels que la recherche d'intérêts personnels, la méfiance entre les partis et la faiblesse des institutions. Ces facteurs peuvent conduire à des alliances fragiles et éphémères. De plus, la transhumance politique, je vois de qui parle, est un phénomène courant au Cameroun où les politiciens changent de parti pour des raisons personnelles ou pour des avantages politiques. Cela peut créer des tensions et des diversions au sein des alliances. Cependant, il est important de noter que les alliances politiques peuvent également être réussies si elles sont fondées sur les principes communs, des objectifs partagés. Il est donc crucial de renforcer les institutions démocratiques et de promouvoir une culture de confiance et de coopération entre les partis politiques. En résumé,
bien que les alliances politiques au Cameroun soient confrontées à des défis importants, elles ne sont pas nécessairement programmées pour échouer. C'est pour sortir justement de cette question. En quelques secondes, oui, je dis que ma petite gêne, c'est que lorsqu'on parle des alliances, j'ai vu le journal Le Témoin qui fait l'objet de ce débat. Oui. J'ai vu la photo de Bello, de monsieur le ministre Bello Bouba, président de l'UNDP. On ne parle pas aussi de l'alliance pour la majorité présidentielle. Puisque vous avez fait un débat d'une manière générique sur toutes les alliances. L'alliance des partis de la majorité est pire que toute autre alliance. Moi, je viens de... ils ont des façons de gérer les alliances là-bas. Ils ont leurs accords, ils savent comment ils gèrent. Par exemple, dans la ville de Ngaoundé, les élus du maire, de l'UNDP, du RDPC s'affrontent de manière violente, même en public, dans les cérémonies officielles. Et aujourd'hui, même dans cette alliance, une partie de l'UNDP pense que ils ont été dupés. Que le président national doit être candidat et qu'il ne remplit seul le ventre d'abord. Suivre la candidature de l'autre. Et maintenant, même dans le parti, État dominant, profitez de ces faiblesses. Il y a des factions rivales. Vous seul. Il y a des factions rivales qui s'affrontent violemment. Nous avons des factions entre le ministre de la Maison territoriale, le ministre de la Santé, entre le DGSN et le ministre des Travaux publics, entre le maire d'Ongoumou. On n'a plus beaucoup de temps là. Bonsoir. Si dans acteurs d'alliance, d'autres veulent absolument être président, ça veut simplement dire qu'ils seront pires que Paul Biya, puisque là, ils ne sont même pas encore au palais et goûter au goût du pouvoir. Combien de fois, s'il leur est donné accès à être président de ce pays, tous ces opposants ne sont pas prêts pour la présidence, que vous n'êtes même pas prêts. Tout ce que vous racontez là. C'est ça, de dire que nous ne sommes pas prêts. D'accord, vous dites que c'est le DPC qui peut parler là. Bonsoir à toi, Jean-Jacques. Je suis très heureux de vous voir diriger un plateau. Qu'est-ce que tu dis sur les alliances? Revenant sur le thème du soir, permet d'exprimer mon désarroi, mon courroux contre ce simulacre d'opposition, ouais, doucement mon frère, qui n'arrive pas à exploiter les tas et avatars du régime. Ce que vous évoquiez tout à l'heure, vous demandez de profiter des faiblesses de leurs alliances, que vous ne réussissez pas. C'est Dr Ndam Amadou, depuis Fumban, qui le dit ainsi. Je peux encore lire un message, ça va aller. Bonsoir. Voilà, lui, il revient sur les opposants qui ne peuvent même pas diriger s'ils ne s'entendent pas déjà. Sur le plateau, les Camerounais en général et les jeunes en particulier ont besoin de l'alternance. Nous voulons seulement des opposants soudés et sérieux et non ceux qui sont là pour leur ventre. C'est monsieur Ndjanko depuis Fumban. On écrit beaucoup depuis Fumban pour participer à ce programme. Bonsoir, monsieur Bilé parle de transition au Cameroun. Ma question, les institutions sont-elles en crise pour parler de transition? Et en plus, vous croyez remplacer un système de 43 ans en 2 ou 3 ans? Vous êtes sérieux dans votre démarche là? Vous pouvez convaincre le peuple camerounais avec cette idée? Je pose juste des questions. Il n'est pas d'accord avec vous. Il pense que vraiment ça ne peut pas convaincre les Camerounais. Mais dans tous les cas, vous serez toujours sur nos différents plateaux, mesdames et messieurs les partis politiques. On reste justement pour accompagner la démocratie. Et chaque fois que cela sera possible, et nous rappelons à toutes les formations politiques, je viens de voir le message du secrétaire général adjoint du MRC qui s'excuse. Il a été contacté mais il n'a pas lu le message à temps. Le MRC est bienvenu. Le SDF bienvenue, tout le monde est bienvenu sur nos différents plateaux pour la causerie du soir. Merci à vous, très bonne soirée. Tout à l'heure, le journal à langue anglaise, tout en images. Et puis à 20h, le grand format de la soirée, sous la présentation de Karine Nokomo. Restez sur Info TV. Merci.